Et que pour réussir dans le foot, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Jacques Borlet, c'est lui qui m'a tout appris. Avant, je faisais n'importe quoi. Tu joues au Dynamo Zagreb, là-bas c'est comme si tu joues au Real Madrid. Oh. Raconte la vérité. Vas-y, raconte la vérité. Allez. On va dire que tout était fait, mais dans un niveau un peu amateur. Mais c'est vrai que quand tu vas au Bayern, les stades que tu as l'habitude de voir à la télé, là que tu vas jouer, et que tu entends la musique, moi c'était mon rêve depuis tout petit, et ouais, c'est le meilleur moment. Tout ça, la salle de muscu aussi, c'est une salle de muscu de prisonniers. Pour eux. Je sais pas si tu as vu le reportage de Pogba, c'est pas un reportage que tu dois montrer à des jeunes, parce que tu vois que le côté strass et paillettes, trophées, toutes ces choses-là, alors que c'est pas ça la réalité du foot. C'est vrai que quand j'ai compris c'était quoi le haut niveau, que j'ai mis en place toute une structure autour de moi et que voilà, j'ai vraiment changé ma mentalité, c'est là que ma carrière a pris son envol. 90 minutes, le podcast qui débriefe toute l'actu du week-end avec Nesrine et Lemed. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 90 minutes, un podcast en partenariat avec Napoleon Sport. Aujourd'hui, à mes côtés, un staff technique pour une fois, donc ça change des joueurs de Virton. Alors, Jérémy Taravel, ancien footballeur qui a évolué dans plusieurs clubs belges. Bonjour Jérémy. Bonjour. Et aujourd'hui, il est entraîneur adjoint à Virton, en tout cas actuellement. Et puis, il y a Damien Brotarts. On le connaît aussi par ses performances en athlétisme. Et aujourd'hui, il est préparateur physique, aussi actuellement à Virton. Bonjour Damien. Bonjour. Et puis, on a Lemed est là. Je suis ravie de te voir. Exactement. Comment J'étais tu pas vas là la fois passée, mais là, je suis de retour. Et comment tu vas? Ça va super, et vous? Ouais. Ça va, parfait. Vous avez va passé bien, va bien. un bon week-end? Oui, ça va. Vous avez fait quoi? Pas grand-chose. Repos, famille, un peu sortir au restaurant ensemble et profiter. Vous avez un peu regardé ce qui s'est passé ce week-end dans les playoffs? Ouais. Et vous en pensez quoi? C'est compliqué. Je pense que l'Union a peut-être manqué le coche, parce qu'on sait qu'il y a une finale maintenant à Anvers le week-end prochain. Donc voilà, ça a été difficile. Donc on a hâte de voir le déroulement un peu de cette fin de championnat, je pense. Oui, parce que joué encore. le score final, c'était 1-1 donc Ouais. contre Genk hier. Ouais, tout Je pense quand même que l'Union, on a un petit pari ensemble, mais je pense que l'Union... C'est quoi le pari? Moi, j'avais dit Genk. à la Ok. base. Donc je suis peut-être un peu hors course, mais voilà, je pense qu'Anvers va finir le travail le week-end prochain. Quand on voit comment ils jouent, ils sont costauds et à domicile, c'est fort. Donc ça va être super compliqué, je pense, pour l'Union. Ok, à voir du coup. Moi, Ouais, je pense que l'Union a quand même un peu plus d'expérience. Une au carte niveau à des jouer. playoffs. Ouais. Et je pense que il mérite un peu plus que l'Antwerp. Mais bon. Ouais, pourtant, ce week-end, c'était compliqué pour l'Antwerp, face à Bruges. Ouais, c'était compliqué. Ouais. Ouais, donc, ils ont perdu 2-0. Et puis, en Play-off 2, le Standard, c'est fini pour un rêve européen. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé? Ouais, le Standard, c'est compliqué. Je pense qu'ils ont une fin de saison très compliquée, encore plus avec les rumeurs qui envoient le coach à Bruges. Et ça, je pense que ça a dû peser. Ils ont fait un match catastrophique. Ça a été compliqué à Westerlo. Même si on sait que Westerlo, à domicile, c'est fort. Ils sont rodés, mais ça a été une fin de saison compliquée pour eux. Et du coup, c'est Gand qui va sans doute jouer l'Europe la saison prochaine. C'était aussi un pari ou vous appelez bien on s'en fout un peu? Non. Juste sur le champion. Sur le champion. Et en fait, je me demandais, vous connaissez d'avant, Virton, ou comment vous êtes rencontrés, vous deux? Ouais, je me suis occupé de Jérémy en tant que préparateur physique individuel. Donc, il m'avait contacté il y a quand même quelques années. Il avait pas mal de blessures et puis il voulait se préparer. Et puis on s'est liés d'amitié, ça s'est très bien passé. Sa préparation se passait toujours très très bien. Les dernières années qu'il a fait en tant que footballeur, il n'était pas blessé. Au contraire, il performait bien. Et donc on s'est liés d'amitié. Et, de fil en aiguille, le client est devenu ami et l'ami est devenu frère. Et puis voilà, et maintenant on est un peu inséparables. Ça me fait pleurer. ému. Vous travaillez même ensemble maintenant. H24 ensemble, quoi. Ouais, on l'avait dit aussi, c'est un peu... Des fois, il y a des destinées comme ça. On avait dit qu'un jour, je savais que lui, il avait des ambitions d'entraîneur principal ou entraîneur adjoint. Et lui, il sait que j'ai des ambitions de préparateur physique dans un club de foot, dans un grand club. Et donc voilà, de fil en aiguille, ça s'est mis en place. Et quand il m'a appelé
en me demandant s'il m'intéressait, voilà, j'ai foncé parce que c'était lui. On va parler un peu du coup de ce passage à Virton, à l'Excelsior Virton. Comment ça s'est passé? Donc Jérémy, toi tu es arrivé en février, je pense. Ouais, c'est ça, en février. J'avais été un peu contacté par le club déjà avant que le coach Jeune-Champ arrive. Donc après, voilà, le coach est arrivé. Donc moi je le connais depuis des années maintenant. J'ai travaillé avec lui au Cercle, à Moucron aussi. Donc voilà, ça s'est fait automatiquement. Et puis on a signé là-bas et puis on a essayé de sauver le navire et malheureusement on n'y a pas réussi, quoi. Oui. Donc c'était une mission très compliquée dès le départ. Il y avait beaucoup de choses à remettre en place, déjà sur l'extra sportif et aussi sur le terrain par rapport aux joueurs, par rapport à l'équipe. Peut-être qu'on a manqué un peu de temps et un peu de soutien de tout ce qu'il y a autour, quoi. Février, mai, ouais, ça vous laisse pas beaucoup de temps pour... Non, ça a été super rapide. Et en plus, voilà, on doit mettre des choses en place avec l'équipe, mais forcément, tu peux pas tout mettre en place parce que tu as des échéances qui arrivent tous les week-ends. Tu dois prendre absolument des points, donc tu peux pas te permettre de tester des choses, de tester des positions, de tester des joueurs. Tu dois mettre ceux qui performent le mieux, le plus rapidement possible. Et voilà, avancer comme ça, tout en essayant de mettre notre patte à cette équipe. Tu penses que ça aurait été un grand changement ou que vous auriez peut-être réussi si t'étais arrivé début de saison? Je vais pas dire oui parce que ça serait prétentieux de ma part, mais je pense qu'on aurait, vu le niveau du championnat, je pense pas qu'on serait descendu. Après, oui, c'est toujours plus facile d'arriver en préparation au début de saison où tu as tes joueurs. Tu peux travailler sur beaucoup plus d'aspects, surtout tactiques, tu vois, parce que c'est vraiment ça qui a été important dans notre fin de saison, c'est que tactiquement, on travaille, mais on n'a pas trop le temps de travailler. On peut pas aussi venir dans l'équipe et tout chambouler comme ça, c'est très compliqué, alors que quand tu travailles en début de saison, tu peux déjà travailler physiquement, parce qu'on a fait aussi un gros travail de réathlétisation avec Damien, justement, parce que les joueurs, niveau d'un point de vue physique, mais je le laisserai en parler, parce qu'il est plus à même de le faire, était, je vais pas dire à la rue, mais par rapport au niveau où on était en D1B, non, tu pouvais pas avoir ce niveau physique. Donc on a dû rattraper le niveau physique, le niveau tactique, le niveau mental aussi des joueurs, parce qu'ils avaient gagné qu'un seul match depuis le début de saison. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses, donc on a essayé de faire du mieux. Malheureusement, ça n'a pas pris, mais voilà, pour moi, d'un point de vue personnel, ça a été une chouette expérience. Tu parles du mental des joueurs, ils étaient au fond? Enfin, ils y croyaient plus? Si, je pense qu'à un moment donné, ça a été compliqué. Tu vois, quand on est arrivé avec le coach et avec le nouveau staff, tu sais, c'est un peu comme dans tous les clubs, quand il y a un nouveau coach qui vient, il y a toujours une nouvelle étincelle qui vient parce que les joueurs se disent, on doit se donner à fond parce qu'il y a le nouveau coach. Peut-être que moi, je jouais pas, je peux gagner ma place. Donc voilà, il y a toujours cette chose-là. Et aussi, je pense où on a été bon, surtout le coach, c'était dans le management du groupe, justement, redynamiser ce bad mood, on va dire, que les joueurs avaient. Et on a réussi à l'avoir jusqu'à la fin, cette bonne mentalité, parce que c'est vrai que c'était compliqué. Ce n'est pas difficile d'arriver dans une équipe, dans un noyau qui va mal. Enfin, si, mais toi, en tant que joueur, en tant qu'ancien joueur, tu as pu parler avec eux de ton expérience, parce que changer de staff, mais complètement, tout a changé. Vidéo-analyse, kiné, vous deux, enfin, le coach, tout a changé. Donc, ils sont arrivés du jour au lendemain. C'était un nouveau staff. Ça doit pas être facile. Comment ça se passe Salut Nesrine, enchanté. C'est un peu comme ça. Après, il y a des joueurs qui moi, me connaissaient d'avant, de ma carrière. Le coach aussi est connu. Damien, peut-être un peu moins, mais il était connu par ses performances en athlétisme. Donc voilà, quand tu arrives comme ça dans un club, dans un projet comme ça de sauvetage, ce qui est important, en fait, c'est ce qui va se passer à l'entraînement, sur le terrain. Il y a aussi de l'en dehors, mais c'est ce qui va se passer sur le terrain. Si les joueurs voient que tout est professionnel, c'est carré, les entraînements sont carrés, en termes de mentalité, ça change. Parce que le coach, nous, on a essayé d'instaurer une mentalité de gagneur, tu vois, de toujours arriver à l'heure, de toujours faire ses soins, de professionnalisme à fond, à 100%. Les joueurs, ils aiment ça, ils ont besoin de ça. Et c'est apparemment, d'après les échos, c'est ce qui manquait avant, tu vois, de justement cette petite touche, ce petit détail qui fait qu'en match, tu vas peut-être gagner. Et eux, ils ne l'avaient pas jusqu'à présent. Mais après, non, il n'y avait pas... Je pense pas qu'eux ont été perturbés. Au contraire, ils étaient plutôt satisfaits du travail qui a été fait. Ça fait du bien, du coup, pour eux. Et toi, Damien, comment tu l'as vécu, du coup, cette arrivée? Comment tu as
Oui, j'ai un peu sauté sur le train en marche aussi, parce que voilà, Jérémy m'a appelé un peu du jour au lendemain. Mais joueurs, ça va pas. Il faut... Ouais, c'était vraiment ça. C'était vraiment, je vais pas dire un appel à l'aide, mais c'était en mode, il savait comment je travaillais. Il a dit non, ça va pas. Voilà, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. On a besoin de toi. Avec le travail que lui fait, tout ce qui est football, qui était vraiment très très pro, voilà, il voulait me rajouter. J'ai accepté, et c'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais un peu surpris par le niveau des joueurs qui étaient quand même, pour moi, la D1B qui est quand même un niveau plus que correct. Et c'est vrai qu'il y avait des joueurs qui étaient vraiment en méforme, qui étaient vraiment à côté de leur pompe. Ils se laissaient aller, en fait, peut-être avec les résultats ou... En fait, je pense qu'il n'y avait pas vraiment un travail de discipline et de professionnalisme qui avait été mis en place. Et donc, on était plus dans le chouchoutement et dans la peur de mal faire que de vraiment une optimisation des joueurs. Moi, je suis vraiment arrivé en disant, voilà, on va essayer de sortir le maximum de joueurs, même s'il n'y avait pas beaucoup de temps. Alors que les gens qui sont passés avant moi, je pense qu'ils étaient plus dans la crainte on va faire le minimum. Comme ça, on prend pas beaucoup de risques de faire quelque chose de mal ou de blesser ou quoi que ce soit. Parce qu'on a vu que directement, quand on a commencé à pousser et que j'ai mis un peu ma philosophie qui est assez costaud en place, ils ont très vite eu peur en mode ouais, mais est-ce qu'on va pas les blesser, est-ce qu'on va pas prendre de risques, voilà. Et j'avais de la chance que Jérémy savait comment je travaille, José qui était le T1 aussi était à 200% derrière moi et qui disait chaque fois voilà, est-ce qu'il y a des blessures, est-ce qu'il y a des déchirures, est-ce qu'il y a des contractures, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont out pendant 3 mois ou qui se blessent avec le travail de la main. Et la réponse était non. Au contraire, les joueurs étaient demandeurs et justement ils disaient c'est ce qu'on a besoin, on veut travailler et c'est ce qui nous manque. Donc c'était intéressant parce que les joueurs, c'est un peu c'est un peu eux qui nous disent si c'est bon ou pas. Et donc les retours étaient très très positifs, que ce soit de mon côté ou du travail tactique ou du professionnalisme justement qu'on voulait mettre en place. Parce que comme je viens de l'atelier, moi c'est très très structuré, très très carré. Et donc oui, ça s'est bien passé, mais je pense qu'il nous a manqué, peut-être 2-3 mois en plus pour justement que la philosophie se mette en place et qu'on optimise les joueurs, que moi je les optimise. Et si moi je les optimise, automatiquement, tactiquement, ça aurait été intéressant aussi. Voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du foot. Mais niveau personnel, niveau de l'expérience, voilà, moi j'ai surkiffé. C'était vraiment une expérience que j'ai adorée et que j'espère qu'il va se prolonger encore. En tant qu'adjoint, on parle pas souvent, on parle toujours du coach, de l'entraîneur principal, mais l'adjoint a un rôle super important dans un noyau. Oui, en fait, tu dois aider le coach justement dans tout ce qui est préparation des entraînements. Lui doit avoir une vision, on va dire, globale. Il doit pouvoir, je donne un exemple sur les entraînements. C'est plus moi qui vais animer les séances, qui vais arbitrer, qui vais préparer les exercices pour que lui justement il ait une vision un peu plus reculée, tu vois, de voir l'attitude de certains joueurs. Après, quand on vient sur le niveau tactique, lui là il vient parce que c'est son rôle. Vraiment le rôle d'un adjoint ou même du staff en général, c'est de vraiment d'épauler le coach pour qu'il ait le moins de contraintes mentales en fait. C'est-à-dire qu'il doit être vraiment libre dans sa tête pour pouvoir penser tactiquement ce qu'on va faire le week-end, comment on va jouer, comment on va contrer l'adversaire, toutes ces choses-là, en fait. Et c'est ça le rôle d'un adjoint, c'est vraiment de l'épauler au mieux que je pouvais. Alors, comment ça se passe ? Donc, vous êtes arrivé en février, plus ou moins. Les matchs continuent à se poursuivre chaque week-end. On ne peut pas changer le jeu d'une équipe du jour au lendemain, ou c'est vraiment ce que vous avez fait ? Niveau tactique, je parle. Non, après, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué de tout bouleverser. Maintenant, on a dû faire des changements, forcément. Si tu gagnes pas des matchs, faut changer quelque chose, que ce soit tactiquement ou des joueurs. Donc oui, on a essayé quelque chose. On a vu que ça n'a pas trop bien marché, tu vois, de jouer avec 3 défenseurs. On a vu qu'avec ce groupe-là, avec cette équipe-là, ça allait pas marcher. Donc on est repassé encore à 4. Donc voilà, on a essayé de trouver le juste milieu, un bon équilibre et surtout que les joueurs se sentent à l'aise. Parce que c'est ça qui était important. Qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils aient confiance dans la position où ils jouent. Parce que, comme je t'ai dit, les faire tester des positions ou tester une tactique compliquée,
c'est pas la période. Et déjà que les joueurs sont, on va dire, mentalement pas au mieux, si tu leur fais ça, mais ça va être très compliqué. Donc voilà, c'était vraiment optimiser ça, que ça soit à l'entraînement, c'était vraiment être positif tout le temps. Mais on est arrivé, le premier match, on n'a pas gagné, voilà. Mais rester positif, continuer à travailler, faire aussi comprendre aux joueurs que cette méthode-là, ça va fonctionner. On parlait tout à l'heure d'un point de vue physique. En fait, ils étaient surtout, parce que le foot d'aujourd'hui, c'est de la haute intensité. Quand tu regardes l'Union, quand tu regardes Manchester City, Lens, c'est que de la haute intensité. Et en fait, l'équipe, les joueurs n'en avaient pas de la haute intensité. Ils avaient du cardio sur 90 minutes, il n'y a pas de problème. Mais de la haute intensité, répéter les efforts à haute intensité, ça, ils ne l'avaient pas. Et ça, on a dû travailler aussi sur ça. Donc, il y avait vraiment beaucoup de paramètres à mettre en place. Mais ça a été... c'était compliqué parce qu'il y avait d'autres choses aussi externes à l'équipe. Il y avait trop de choses, en fait, à gérer. On tirait vers le haut et des fois, ça nous tirait un peu vers le bas. Est-ce que l'ambiance du groupe était très bonne à ce moment-là, où il y avait quand même quelques petites querelles dans les vestiaires, etc., quand vous êtes arrivé? Non, elle était franchement, pour la position de l'équipe, franchement, respect au groupe et aux joueurs, parce que la mentalité qu'ils ont eue a jamais lâché jusqu'à l'avant-dernier match, parce qu'à l'avant-dernier match, on a été condamnés. Mais non, ils ont bossé et je pense si on leur a amené ça, cette volonté de vouloir travailler, et comme un joueur me l'a dit, en fait, on leur a donné espoir de se maintenir. Donc c'est ça, en fait. Tant qu'il y avait l'espoir, les mecs se sont battus jusqu'à la fin, et même en termes de mentalité dans le groupe, c'était top. Et aujourd'hui, la mentalité, comment ça se passe, à l'issue de la saison? Est-ce qu'ils sont... On est en vacances, donc... Ouais, vous êtes en vacances, mais... Non, mais il y a un mois, comment ça se passait, du coup le dernier match, où on savait que c'était condamné... C'était très compliqué la dernière semaine. Ouais, dernière semaine compliquée, en fait, parce que tu sais que tu descends, donc tu peux pas travailler, tu vas pas travailler tactiquement, tu vas pas travailler physiquement, parce que les mecs sont plus bas. Donc voilà, tu essayes d'apporter un peu de fun à l'entraînement, même si c'est compliqué, mais je pense que voilà, c'est quand même plutôt bien déroulé, on va dire en termes d'ambiance, il n'y a pas eu, tu vois, d'embrouille ou des choses comme ça. Mm-hmm. Et le dernier match, moi je l'avais dit, ces matchs-là, c'est soit tu gagnes parce que tu n'as plus de pression en fait, ou soit tu te prends une volée 5-6-0. Et voilà, tu vois, on l'a gagné, donc c'est qu'on était quelque part capable de faire les choses bien. Votre meilleur souvenir, il y a souvent un moment qui vous a marqué cette saison, cette fin de saison du coup? Moi, pour ma part, c'était la victoire à Lommel, parce que Lommel, c'était la grosse équipe des Playdowns. Et vraiment, c'était un match complet tactiquement et tout ça, parce que je l'ai revu après et tout ça. Et franchement, j'étais fier et j'étais content. Et même les joueurs... on l'a ressenti en fait, tu vois. Lommel, c'est une équipe un peu, c'est les City Group qui aiment bien jouer, repartir de derrière. Et nous, ça a été vraiment un match vraiment complet, tant sur l'aspect football, tactique, physique, mental. C'était pour moi le meilleur souvenir. Après, je parle du souvenir football. Ouais. Il y a eu des top souvenirs avec le staff, des bons fous rires qu'on a eu. Comme, par exemple mais moi, je veux savoir tout ça. Allez. Non, mais parce que voilà, on avait un chouette groupe de travail. Le coach, voilà, on sait être sérieux, mais on sait aussi rigoler quand il faut rigoler. Donc voilà, on a eu pas mal de débats, pas mal de discussions animées, on va dire. Et toi, Damien, ton souvenir, celui qui t'a le plus marqué? Ouais, un peu la même chose que Jérémy, le match à Lommel. Parce que c'était après une période où il n'y avait pas de match, donc c'était un peu la remise en action, on va dire, de la deuxième partie. Et donc on fait vraiment un beau match, et c'est vrai que niveau stats et tout, c'était un des meilleurs matchs, moi qui suis fort data. Donc c'est vrai que quand j'ai analysé les stats, j'étais très fier de montrer au coach, voilà, c'est des top stats. Et donc non, c'était top, quoi. Après, ouais, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps là-bas, parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble, vu on restait là-bas, on restait logé là-bas. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de bons moments. Au bébé hôtel. Et au bébé hôtel. Le fameux hôtel. Donc ouais, c'est vrai qu'on a... C'est quoi dans cet hôtel? Parce que moi, je dois rigoler. C'est grand-chose, justement. Parce que tu vois, c'est 2 heures. Ouais. On ne pouvait pas rentrer, parce que des fois, on faisait des 7h30, on restait jusqu'à 21h, 22h au bureau.
pour bosser, donc on pouvait pas rentrer et faire la route, donc on restait, ça s'appelait le bébé hôtel, il s'appelle. L'hôtel où on logeait s'appelait bébé hôtel. Mais je te rassure, il n'y a rien eu. T'avais un abonnement là-bas en fait. Ah ouais, Ouais, je c'est connaissais. ça. Quand on arrivait, la carte était prête. Ah ouais, c'est ça, mais très gentil, cet hôtel, vraiment très gentil. Mais il s'est rien passé à l'hôtel, je vous rassure. Parce que je savais qu'en disant ça, bébé hôtel, il allait réagir. Ah ouais, parce que c'est loin. Vous venez d'où de... Voilà, moi. Voilà-le. Moi, Halle. Tout. Ouais, donc du coup, la route jusque Virton, quand vous avez signé là-bas, vous étiez conscient qu'il fallait aller à l'hôtel. J'ai fait de ma vie. J'ai fait des routes. Hein. J'ai joué à Bruges, à Gand, Moucron, j'ai fait. À Virton. Virton, c'était Moi, trop. Moi, j'étais à Tubize. J'habitais à 4 minutes du stade. Ouais. Donc, je suis passé 4 minutes à 2h20. Mais qu'est-ce qui vous a attiré là-bas alors du coup pour faire 2h30 de route À un moment, je lui ai dit, mais t'es malade, pourquoi tu m'as ramené là-bas? J'étais bien. Non, c'est le challenge, voilà. C'est l'amour du foot, la passion et aussi le challenge de sauver l'équipe. C'est quand même un sacré challenge. Et du coup, bon, la saison prochaine, tout est flou, mais quel est l'objectif du club? De remonter du coup? C'est flou pour nous aussi. Hein. Ouais, c'est flou. Vous n'avez pas parlé entre vous en parlez pas avec... Non, pour l'instant, voilà, on attend de voir ce que la direction va faire. Déjà, voir, voilà, eux, comment ils vont procéder pour la prochaine saison. Et après, voilà, moi, je suis fin de contrat 30 juin, donc on verra. Mais déjà, qu'ils stabilisent et qu'ils voient ce qu'eux veulent faire, et après, on discutera peut-être. Oui, je pense qu'ils étaient assez contents de notre travail. Ils ont remarqué aussi qu'on a apporté beaucoup de professionnalisme et qu'on a mis un peu de structure aussi dans le club, parce que je crois que ça manquait un peu de structure. Après, c'est un peu normal d'où ils venaient, parce qu'ils avaient été 1 an sans jouer, voilà, le retour et tout ça. Mais je crois qu'on les a fait voir, nous, que de structurer, de professionnaliser, qu'il y a certains endroits qu'il faut être pro dans chaque catégorie pour vraiment performer. Parce que c'est ce que je disais toujours aux joueurs, c'est vraiment la sommation des détails qui fait la performance. Et quand on voit les résultats qu'on a eus, c'est chaque fois des petits détails. Chaque fois on disait, ah ouais, on a pris un but à la 89e, ou un goal et une passe, un tacle raté. Mais voilà, pour moi, la performance, c'est ça, c'est la sommation de chaque détail qui est important sur et en dehors du terrain, qu'on a essayé de ramener et qui a plus ou moins fonctionné. Donc c'est déjà le club, ils doivent mettre ça en place. Et puis après, nous, on verra par la suite. Si on vous proposait de continuer, à voir, oui, non? Joker. Non, mais il faut voir, voilà, s'il y a plein de choses aussi qui doivent être mises en place, on doit voir dans quelle direction on avance. Parce que, voilà, cette saison, la demi-saison, on va dire, qu'on a fait, c'était éprouvant. C'est pour ça que les vacances font un peu du bien, que ce soit pour le staff, pour le jeu, pour les joueurs aussi, je pense. Donc voilà, c'est surtout que tout le monde doit prendre les bonnes décisions, et surtout il doit y avoir un nouveau départ, c'est que tout le monde aille dans la même direction et qu'il n'y en a pas un qui tire à gauche et l'autre à droite, parce que sinon comme ça marchera pas. Tu parlais de data tout à l'heure. Est-ce que c'était full data à Virton ou pas spécialement? Pas spécialement. Après, quand moi je suis arrivé, il n'y avait pas de... Je vais pas dire pas du tout. Alors, raconte la vérité. Vas-y, raconte la vérité. Allez. C'était un peu compliqué quand même, niveau data avant. Il y avait des analyses qui avaient été faites sur des data très compliquées. Mais bon, voilà, après, je suis venu, j'ai remis un peu de structure. Et pour moi, c'est important. Voilà, moi, chaque entraînement doit être... je dois avoir les data de chaque joueur, je dois savoir combien il a couru, à quelle intensité, à quel niveau. Voilà, les quelques joueurs qui sont passés par là, ils détestent les datas. Ouais, je sais. Vous en parlez souvent. Toi, justement, tu es très détail, data, détail. Ouais. Du coup, on essaie de faire un mix. Après, voilà, je suis pas non plus data et puis dire au coach, lui, il a pas couru, donc il doit pas jouer. Mais je donne des indications. Je passe plutôt par Jay. Je lui dis, voilà, écoute, lui, il a fait une semaine dégueulasse, où il a pas assez couru, où il a pas atteint ses pics, ou voilà, où il est en sur-régime, ou voilà. C'est plus les data plus en mode prévention.
et optimisation que vraiment punition. Parce que des fois, il y a des joueurs qui croient que c'est une punition en mode j'ai pas fait mes 800 mètres à haute intensité, donc on va me punir. Ça peut être une punition. Parce que moi, j'ai fait certains clubs, au Cercle de Bruges, tu avais un nombre de mètres à faire par entraînement. Si tu les avais pas fait, tu courais en plus, tu vois. Après, je pense ce qui dérange les joueurs, et moi aussi, ce qui me dérange dans les datas, c'est que des fois, on met les datas au-dessus du jeu, au-dessus du football. Et pour moi, c'est inconcevable. Il y a les datas, mais ça doit jamais primer par rapport au jeu. Et c'est ce qu'il disait justement, et il y avait carrément des joueurs qui faisaient exprès de courir, même là où il fallait pas courir, pour faire monter les datas, quoi. Est-ce que tu as connu ça? On en a connu. Non, mais... Très bon ami. Non, mais c'est ça, c'est le problème, c'est que tu vois, comme il dit, en fait, il faut qu'aussi le préparateur physique ou la personne qui s'occupe de ça fasse en sorte que le joueur, tu vois, ne calcule pas trop, ne fasse pas trop attention. C'est-à-dire que si tu lui dis, tu dois faire tant, il va penser à ça, il passe son jeu, et donc du coup, non, joue, fais ton jeu. Après, c'est au staff, à l'adjoint, aux gens qui sont là de motiver les joueurs à courir, tu vois, de faire des exercices adéquats pour avoir justement ces courses-là. C'est pas en disant, allez, tu me fais 800 mètres à haute intensité, ça veut rien dire. Parce que je peux prendre une personne lambda dans la rue, des fois j'entends, mais il a fait 12 km, c'est top. Mais moi, je te prends quelqu'un dans la rue, il sait courir 12 km en 90 minutes, hein. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec le ballon? Est-ce qu'il va se déplacer dans les bons espaces? Est-ce qu'il va courir au bon moment? Est-ce que avec la gestion du ballon, il va être bon? Est-ce qu'il va savoir gérer ses émotions? Tu vois, il y a toutes ces choses-là. Et des fois, moi, je te dis, les datas, j'aime bien aussi parce que maintenant, je suis dans le staff. Mais je veux jamais que ça soit la priorité du joueur. La priorité d'un joueur. Mais moi non plus. Moi, c'est plus pour moi aussi que j'adore les datas, j'adore les chiffres. Mais j'en tiens compte aussi que c'est le football qui prime. Et c'est pour ça que je suis pas spécialement en mode lui il doit faire autant ou il faut le faire jouer, parce que c'est plus un soutien d'optimisation et de prévention que de vraiment comme on a dit, de punition, de vraiment faire une équipe par rapport aux data. Donc c'est plus un soutien pour le staff. Si je vois vraiment quelque chose, j'avais des joueurs je voyais qu'ils étaient vraiment dans le rouge au niveau cardiaque. Je le prenais à part et je disais, regarde, là t'es trop haut, on va essayer de mettre un programme en place parce que quand t'es trop haut, tu perds en lucidité et tu perds en football. Donc c'est plus là-dedans que vraiment mettre les joueurs à l'amende ou les faire courir justement pour rien. Donc, et ça se passait bien. J'envoyais les stats, j'expliquais aussi les stats, qu'ils reçoivent leurs stats qu'après les matchs. Mais j'expliquais aussi comment, pourquoi, où ils devraient être, et pas dire t'es obligé de courir autant parce que sinon parce que sinon ils vont courir ils vont commencer à courir pour rien, c'est pas le but. Les joueurs aussi aiment pas forcément ça parce que tu as l'impression d'être surveillé. C'est ça. C'est comme à l'école, c'est comme à l'entraînement, tu vois. Moi, je te mens pas, il y a des entraînements où je me gérais, tu vois, parce que je sais pas, j'étais un peu fatigué ou parce que j'avais peut-être une petite douleur. Et quand tu as le GPS dans le dos, tu sais pas te gérer à l'entraînement. Et c'est tout voir combien de sprints tu as fait, combien de kilomètres tu as couru. Donc, tu vois, c'est un peu aussi un système de surveillance que certains joueurs peuvent prendre ça pour ça. Donc, c'est ce que j'essaie de pas faire, justement. Ouais. Ils pensent pas qu'on les surveille. Que justement, c'est pour eux. C'est pour eux. Que c'est pour l'équipe et c'est pour optimiser l'équipe et pas pour dire... Ils le comprennent? À Virton, ça passait très bien. Ouais. En tout cas, dans les staffs que j'ai travaillé, ça s'est toujours bien passé. Ils comprennent, ils viennent vers moi aussi en demandant je peux avoir mes stats ou tu peux m'expliquer ceci, cela. Donc non, ça s'est toujours très très bien passé. Ouais, ils ont une envie d'évoluer du coup et de comprendre ce qui va pas. Voilà, c'est ça. C'est toujours ça qui est important en tant que préparateur. Alors, c'est de leur faire comprendre que je suis pas là pour les mettre à l'amende ou les faire souffrir parce que j'aime bien ça, même si j'aime bien ça. Tu fais quoi pour les faire souffrir? Mais c'est pour les optimiser. Ouais. Donc si tu souffres à l'entraînement et que tu te donnes vraiment l'entraînement, ton match il sera beaucoup plus facile. Donc quand ils comprennent ça, il y a une méthode de travail qui se met en place. Et après, les joueurs, ils comprennent et ils sont partis. Et comment sont les infrastructures à Virton pour vous en tant que staff Compliqué. Compliqué. Pour les joueurs, nous on est arrivé avec le coach. Je pense que c'était un mardi. On a direct fait un état des lieux justement des
des infrastructures que les joueurs pouvaient avoir à disposition. Et franchement, c'est compliqué. C'est pas digne d'une D1B. Enfin, alors qu'ils ont tout pour. C'est ça que moi je dis qui est dommage, c'est qu'ils ont tout pour faire un bon club de D1B. Mais voilà, encore une fois, nous, on a dû commander, moi et le coach, commander des armoires, des trucs pour faire des belles tables dans le vestiaire, pour que ça soit... Je demande pas d'avoir du luxe, mais au moins un minimum, des trucs logiques, comme une table dans un vestiaire, comme des casiers bien rangés, les chaussures mises d'un côté, enfin, toutes ces choses-là. Donc voilà, c'était un ensemble de choses qui fait qu'encore une fois, nous, on a essayé de ramener du professionnalisme sur le terrain. Mais on ne pouvait pas professionnaliser tout le club parce que ce n'était pas notre rôle. On a essayé de le faire quand bien même, mais voilà, c'était compliqué. Compliqué sur ça. Et pour les joueurs, encore une fois, c'est pour ça, il y a moyen de faire un bon club. Maintenant, il faut juste que tout le monde aille dans le même sens, quoi. Et au niveau physique, pour la préparation physique, il y avait tout. Il fallait que toi aussi, tu fasses... C'était un peu dans le même cas. Quand je suis arrivé, c'était un peu compliqué. Il y avait beaucoup de manquements. Il n'y avait pas de GPS, par exemple. J'avais l'ancien préparateur physique qui était venu avec ses GPS. Parce que j'avais jamais vraiment... C'est pour ça que tu disais qu'il n'y avait pas de stats avant. Ouais, il était venu avec ses GPS qu'il louait au club. J'avais un système comme ça. Les prises de poids aussi étaient un peu subjectifs. La balance à aiguille. Ouais, c'était un peu... Voilà, on va dire que tout était fait, mais dans un niveau un peu amateur. Donc j'ai essayé de restructurer tout ça. La salle de muscu aussi, on aurait dit une salle de muscu de prisonniers, quoi. Donc j'ai fait tout nettoyer, tout réorganiser, remettre en place, optimiser pour qu'on puisse l'utiliser. Il y avait même c'est tout bête, mais il y avait un container, il y avait un tapis de course dedans. Et puis on me dit, il fonctionne pas, le tapis, il fonctionne pas. Mais en fait, la salle de muscu, c'était un container, il y a des prises. Ils avaient mis dans une prise qui n'avait pas de courant. Pour eux, il fonctionnait pas. Voilà, il fonctionnait pas. Donc je dis, mais je l'ai réessayé, je pris un câble, j'ai essayé, j'ai mis, il s'allume. Puis il me dit, mais on m'a dit qu'il fonctionnait pas. Ils n'ont pas changé l'électricien du club aussi. Donc voilà, c'est pour montrer que c'est des petites choses, mais on est nouveau dans le détail. Donc j'ai fait revenir le. Mais c'est pas ça qui fait. Alors je dis, c'est pas ça qui fait que on est descendu. Non. En tout cas, ces petits détails font que tu aspires pas à la performance. Tu n'es pas 100% focus foot tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Quand un joueur voit... Moi, j'étais joueur. Un joueur voit ces petits détails-là, des fois, tu peux lui reprocher moins de choses. Alors que si tout est carré autour de lui et qu'il fait pas le taf, tu vois, là, tu peux lui dire. Parce que sinon, il peut te répondre, ouais, mais regarde le vestiaire que j'ai ou regarde ça, tu vois. Donc, je dis pas que toutes ces choses-là ont fait qu'on est descendu. Non. Mais en tout cas, le fait de toutes les régler... Ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, mais aussi, surtout, tu aspires à être performant. Ouais. C'est ce que, pour moi, un footballeur doit penser qu'au foot. Il doit venir et tout doit être carré, entre guillemets, pour qu'ils viennent et qu'ils doivent penser qu'au foot. Comme il dit, c'est pas pour ça qu'on va gagner tous les matchs, mais tu vas déjà optimiser ses pensées à dire, ok, je dois penser qu'au foot et pas penser à plein d'autres choses, ou je sais pas, où sont mes crampons, ou mon t-shirt, voilà. Donc pour moi, ça fait partie dans n'importe quel club professionnel de football, tout devrait être plus ou moins carré et que le footballeur peut se concentrer que sur le football. C'est quand même chouette d'avoir cette vision. On a toujours des joueurs et je pense qu'ils se rendent pas compte. Enfin, en tout cas, ils nous en parlent pas. Eux, ils arrivent, ils font leur entraînement et ensuite ils vont faire leur sieste. Mais là, vraiment, que vous pensez à tout. Mais non, mais vous pensez à tout, même les casiers, la table. Enfin, c'est pour leur bien-être. Comme Damien l'a dit, c'est parce que moi, j'ai été joueur, donc je suis passé de l'autre côté. Maintenant, je vois. Et je sais que j'ai fait des clubs où tu n'avais à penser à rien, tu vois. Je te donne un exemple, une anecdote. Quand je jouais au Dynamo Zagreb, le mec du matériel, il a oublié mes protèges tibia pendant le match. Il s'est fait allumer. Alors que c'était pas grave, je pouvais prendre celui de quelqu'un d'autre, tu vois. Mais il s'est fait allumer devant tout le monde. Le mec lui a dit, mais comment tu veux que le joueur soit concentré sur son match si déjà toi tu fais pas ton taf et qu'il doit penser, je dois prendre le protège tibia de quelqu'un d'autre. Donc tu vois, c'est ces petits détails que moi déjà en tant que joueur j'aimais bien. Mais alors, en plus, quand je suis dans un stage, je me dis, voilà, quand le mec il arrive sur le terrain, tout doit être placé, tout doit être bien carré. Tu vois qu'il n'est pas à penser à autre chose. Tu penses foot, tu vis foot, tu dors foot. C'est ça, ma philosophie, en tout cas. Vous avez rendu le club plus pro. Et je trouve ça fou qu'il n'y ait même pas un joueur qui ait râlé du fait de passer de, tu vois,
les entraînements plus chill, à des trucs plus féroces et plus professionnels. Après, peut-être que le joueur se sent plus professionnel aussi lui-même. Ouais, mais et tu donc, vois, comment tu veux râler quand t'es dernier? Ouais, c'est vrai. T'es dernier, t'as gagné qu'un match. Ouais. On te ramène un truc, on te dit de courir, de faire ci, de faire ça, tu vas le faire. Tu dois rien dire. Ouais. Enfin, tu ne peux rien dire. Tu vois, donc et je pense que voilà, ils avaient besoin de ça aussi, de bosser et d'y croire. On y a cru jusqu'à l'avant-dernière journée. Malheureusement, ça s'est pas fait, mais on a eu au moins la force de réussir à redonner confiance et à redonner espoir à cette équipe. C'est quand même un sacré boulot, hein. C'est top. Bon, j'ai envie de parler un peu de ton parcours, Jérémy, parce que tu nous as un peu donné des petits éléments. Tu as commencé à Lille. À Lille, ouais, c'est ça. Le mec, il sait rien. J'aimerais bien que tu nous expliques, parce que il connaît pas ton parcours. Donc, Non, j'ai été formé à l'INF Clairefontaine à 13 ans, puis après je suis parti au LOSC en formation. Puis je suis passé pro là-bas et de là, en fait, j'ai été prêté en Belgique parce que j'étais barré par la concurrence à Lille. Il y avait Aurélien Chedjou, Adil Rami, Nicolas Pestan, enfin Tablaridis, il y avait vraiment du monde. Et le problème, c'est que moi, je voulais pas rester à jouer en réserve. Avec la réserve, j'ai joué une année, mais je voulais pas jouer 2 ans, je voulais jouer en professionnel. Donc en fait, j'ai eu l'opportunité d'être prêté à Zult. Avec Francky Dury. Prêté 6 mois, ça s'est super bien passé et tout ça. Et puis de là, j'ai signé définitivement là-bas. Ouais, donc t'as adoré la Belgique, quoi. Ouais. Mais au début, franchement, non, mais sincèrement, moi j'habite maintenant, ça fait maintenant des années, j'adore la Belgique. Au début, c'était dur. Ah ouais, pourquoi? Parce que moi, j'ai fait que en France, et en plus, je suis passé du LOSC, entre guillemets, des installations de fou, tu vois, à Zulte Waregem, où c'est pas comme maintenant, hein, Zulte. À l'époque, Zulte, c'était. Donc, tu vois, tu prends un coup, et en plus, le problème, c'est que. Pas le problème, mais que les gens de mon entourage, même mes amis, ils me disaient, ah, mais pourquoi tu vas être prêté en Belgique, tu vois, c'était un peu. Belgique était un peu dénigrée à l'époque, en termes de football. Et moi, non, j'ai dit non, je me suis accroché, et au final, je pense que j'ai eu raison, parce que j'ai fait la plupart de ma carrière ici, quoi. Ouais. Cette image, elle a changé? De la Belgique qui est un peu dénigrée du football? Ouais, je pense qu'elle a changé, même s'il y a encore, tu vois, j'ai eu l'exemple, on en parlera peut-être un peu après, au Cercle de Bruges, où c'est le club satellite de Monaco, où tu as les jeunes, et souvent les jeunes français pensent que ça va être facile, parce que c'est la Belgique. Et non, c'est pas facile en fait, c'est très dur. Donc voilà, tu vois, il y a toujours ce petit sentiment que ça va être un peu plus facile en Belgique. C'est quand même incroyable, hein. Et alors, du coup, après Zult, donc tu as signé définitivement à Zult. Ouais. Je suis resté qu'une saison. Parce que, voilà, c'était un peu difficile la relation avec Francky Dury. Même s'il m'a beaucoup aidé et tout ça, ça a été vraiment. Qu'est-ce qui était difficile avec lui? En fait, il me faisait passer des messages que j'avais 20 ans que je comprenais pas, parce que j'avais 20 ans et peut-être que voilà, j'étais un peu pas bête, mais je veux dire, voilà, quand on est jeune, on pense tout savoir. Et oui, voilà, il m'a expliqué que si je voulais durer dans le foot, tout ce que je faisais en dehors avait une importance capitale, en fait. Et moi, je le comprenais pas. Moi, je pensais que c'était que le terrain. Et lui me faisait comprendre que, voilà, pour perdurer dans le foot et pour réussir, c'est 90% à l'extérieur. Préparation, nutrition, sommeil, qualité de vie, enfin toutes ces choses-là, hygiène de vie, et je le comprenais pas. Donc on avait des relations. Le lundi, on pouvait s'engueuler pendant une demi-heure en marchant jusqu'au terrain. Et le mardi, le mardi, se sauter dans les bras. Voilà, c'était une relation un peu bizarre, mais on a toujours gardé des très bons rapports, parce que on se croise de temps en temps, et franchement, il est content, et moi je suis content aussi qu'il m'a apporté ça, quoi. Et puis après, Lokeren. Comment t'es allé là? Du coup, Zult, Lokeren, il y avait un projet, ils voulaient refaire une nouvelle équipe, il y avait Peter Maas à l'époque, nouveau coach, il y a eu 7-8 transferts, je pense, ils voulaient refaire une équipe, et puis je me suis lancé dans le projet, parce qu'en plus, avant de signer, ils avaient failli descendre l'année d'avant, donc c'était un risqué, mais au final, ça a été payant, parce qu'on a fait... Sur 3 saisons, j'ai fait 2 fois les playoffs 1 et une fois gagné la Coupe de Belgique, donc c'était parfait là-bas.
Et après, tu as été au Dynamo Zagreb. Voilà, transfert Dynamo Zagreb, là, changement. Là, c'est le professionnalisme. Je pars de la Belgique et je suis allé là-bas pour jouer l'Europe, en fait. Tu vois, c'était un challenge, c'était quelque chose que tu voulais vraiment faire. Ouais, moi, c'était, je voulais jouer la Champions League. Et je pense que là-bas, c'était le club idéal pour moi pour le faire. Malheureusement, j'ai signé là-bas, j'ai fait un match, je me suis fait les croisés direct. Aïe. Donc, ça a retardé tout d'un an. Bon, il s'était qualifié pour l'Europa League, mais bon, après, j'ai pu la jouer. J'ai eu la chance de jouer l'Europa League, de jouer la Champions League, donc d'être champion 3 fois et de gagner 2 fois la coupe. Donc voilà, c'était... C'est comment la vie là-bas ? Ça va. C'est mieux que la Belgique ou moins bien que la Belgique ? C'est différent parce que je suis pas objectif parce que moi je préfère être en Belgique, tu vois. Ouais. Après, je te cache pas que quand tu finis l'entraînement et que tu prends ta voiture et t'as 1h30, t'as la plage sur les côtes Split et tout ça. Enfin voilà, c'est les gens partent en vacances là-bas, donc non, c'est top. Après la mentalité, voilà, mentalité croate, ils sont beaucoup entre eux, tu vois. Les étrangers, faire attention un peu et tout ça, mais franchement, j'ai vraiment bien aimé. Ce que j'avais demandé, si t'étais bien accueilli là-bas. Non, t'es bien accueilli. Il y a rien à dire. Après, faut pas se mentir, tu joues au Dynamo Zagreb. Là-bas, c'est comme si tu joues au Real Madrid, tu vois. Ouais. Tous les jours, t'as 5 pages dans les journaux complètes sur l'équipe, sur les joueurs. Enfin, les gens, ils sont à fond dedans. Donc, t'es bien accueilli. Maintenant, sur l'extérieur, tu sens que des fois, préfèrent être entre eux, quoi. Et les supporters là-bas ? Ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ouais. C'est les meilleurs supporters que t'as eu de ta vie ? Ouais. Ou alors c'est en Belgique ? Pas meilleur, mais c'est chaud, quoi. Parce que c'est... on jouait contre Hajduk Split, tu vois, on va dire c'est comme le Paris-Marseille. Là-bas. Déjà, Split, nous, on pouvait pas y aller, même dans la ville et tout ça, parce que s'ils te reconnaissent en tant que joueur... T'es mort. Ouais. Ouais, non, là-bas, c'est chaud. Il y a un match, on marque à la 89e, on gagne 1-0, on a dû rester 5 heures dans le vestiaire pour pouvoir sortir du stade. Mais non. En fait, si tu regardes des images sur YouTube, ça s'appelle Torcida, je crois, le groupe de supporters Hajduk Split, tu vas voir, il y a une piste d'athlétisme, mais ils jettent des fumigènes, les fumigènes sur le terrain. Et tout le match, c'est comme ça. Non, c'est vraiment chaud. Mais après, en tant que joueur, c'est magnifique de vivre ces ambiances-là, tu vois. Ouais, en Belgique, tu n'as pas eu ça. Enfin, en fumigène, non, j'ai pas eu. C'est un peu interdit. Non, c'est ça. Là-bas, je pense qu'il n'y a pas d'interdiction. Ouais. C'est une obligation même. Les mettre dans les gradins déjà. Après, on le voit. Hein. Enfin, moi, je suis le Dynamo Zagreb quand il y a des coupes d'Europe. On voit que c'est toujours très chaud, quoi. Donc, je ne suis pas le championnat croate. Ça, je m'y connais pas du tout. Ouais. C'est ça aussi qui était difficile, c'était, tu vois, de jouer le mardi contre le Bayern et le dimanche, tu allais jouer à Zadar dans un stade qui faisait 100 spectateurs, quoi. Ah ouais, il y avait vraiment cette différence. Ouais, franchement, ouais. À part quand tu jouais à Hajduk Split, voilà, et Rijeka, on va dire on était 3 clubs, mais sinon le reste, en plus t'as que 10 équipes, donc tu joues aller-retour, ça pique un peu. Il n'y avait pas trop de concurrence du coup dans le... Non, moi, championnat, non, j'ai pas. Tu savais on avait Rijeka, qui vraiment, à un moment donné, sur les 3 saisons, une saison où ils nous ont un peu concurrencé. Mais je crois qu'on avait fait, à un moment donné, 49 matchs sans perdre. On avait fait une saison entière, en fait, on a fait une saison sans perdre. Mais tu le vis comment, ça ? Ouais. Mais plus de pression, quoi. Non, mais après, c'est un challenge aussi. Tu te remets un challenge, tu dis, allez, on essaie parce que toutes les équipes veulent nous battre. Donc, tu essaies de pimenter ton quotidien, on va dire, avec ce challenge. Ensuite, tu es revenu en Belgique. Ouais. La Gantoise. La Gantoise, où là, c'était... Tu auras vraiment fait énormément de clubs belges, parce que c'est même pas fini. Ouais, non. Là, j'ai déjà cité belge, Et ouais, à la Gantoise, où j'ai fait que 6 mois, parce que j'étais pas en manque de temps de jeu, pour X ou Y raison. Pourtant, je m'entendais bien avec le coach. Ouais, peut-être les datas, je courais pas assez. Non, pourtant, j'ai une bonne relation avec Hein van Azebroek. Même quand on se croise encore maintenant, ça se passe bien. Mais voilà, il y avait une équipe en place. Ils avaient été champions aussi, donc c'était compliqué. Je suis parti chercher du temps de jeu à Sion, en Suisse. 6 mois, mais j'en ai encore moins trouvé, donc je crois que je courais encore moins qu'à Gand. Ça, c'est vraiment... Cette année, c'était une année compliquée pour moi, où j'ai pas joué beaucoup. Ouais. Et ça doit être dur d'avoir des années
une année creuse comme ça en tant que joueur? Comment garder le moral quand on se dit bon allez, je quitte un club où on a vaincu, on a des titres, on a joué l'Europa League, etc. pour aller ensuite à Gantoise où bon on joue pas, après encore moins. Bon, on passe un peu du top au... Ouais, c'est ça, c'est compliqué. C'était la seule saison entre guillemets où j'ai pas joué du tout. C'était compliqué, mais maintenant voilà, c'est la saison elle était passée, il fallait que je me reconcentre vraiment, et c'est pour ça qu'après, il y a eu le Cercle de Bruges qui est venu, et ça a été un choix difficile parce qu'ils étaient en D1B à l'époque. Moi, j'étais pas chaud, mais je connaissais très bien le directeur sportif que j'avais connu à Lille, et en fait, on a super bien parlé, il m'a convaincu, et puis ça s'est fait. Et puis, dernier club avant la retraite, on va dire ça comme ça. Ouais, il y a eu... C'était... Moucron, ouais. Je pense que tu as découvert toute la Belgique. Ouais, j'ai fait... beaucoup de clubs wallons du coup là-dedans. Mais... Non. Bah non, que des clubs flamands. Ouais. Et Moucron, où tout le monde connaît la faillite à Moucron, quoi. Où il n'y avait plus d'argent et tout ça. Il a essayé de me ramener, quoi. Parce que là, en vrai, on va switcher sur toi, ton parcours. Je vais commencer par l'inverse. Voilà. Moucron. Non, c'est vrai que j'avais essayé de le... parce qu'en fait, on avait changé de staff, j'avais essayé de le ramener parce qu'il nous fallait un préparateur physique. Et puis, en fait... on savait qu'il allait avoir des problèmes d'argent, donc au final... Tu l'as dit, viens pas. Non, c'est mieux. C'est eux qui ont été honnêtes en disant... C'était mieux, quoi. Donc, Mais Moucron, chouette expérience quand même, parce qu'il y avait je pense que c'est un des meilleurs groupes humainement que j'ai fait dans toute ma carrière. On a réussi à se sauver sportivement, parce que c'était mal embarqué. Mais malheureusement, administrativement, ça n'a pas été le cas. Ton plus beau souvenir sur toute ta carrière? Champions League, je pense. C'était quel match? Bayern. Plus peut-être Arsenal, parce que c'était le premier match à domicile. Mais c'est vrai que quand tu vas au Bayern, les stades que tu as l'habitude de voir à la télé, et là que tu vas jouer et que tu entends la musique, moi c'était mon rêve depuis tout petit. Et, c'est le meilleur moment. Non, j'ai un peu pleuré quand on s'est qualifié, parce qu'on a fini champion, mais on avait 3 tours à jouer, 3 tours pour se qualifier en Champions League, donc ça a été aussi compliqué. Mais meilleur souvenir, Champions League. Et après, il y a eu les titres aussi, il y a la coupe avec Lokeren, le titre en D1B avec le Cercle. Il y a eu pas mal de choses, mais c'est vrai que la Champions League, c'était plus un objectif personnel, on va dire. Ça doit être incroyable. Hein. C'est quoi cette sensation quand on monte sur le terrain avec cette chanson qui... On pense à quoi? Je sais pas, on pense pas. Moi, je sais On est là. Je veux dire. On vit le moment. Ouais, on vit le moment, quoi. Et après, on essaie d'être focus sur le match aussi, parce que ça reste un match de foot et qu'on a envie de faire bonne impression, même si. On vous brief quand il y a des matchs si importants comme ça, mentalement, psychologiquement? Je sais qu'au Dynamo, on avait un psychologue, psychologue, c'est un peu un coach mental, on va dire. Plus un coach mental qui était là au quotidien, tout le temps avec les joueurs. Mais c'était plus dans l'accompagnement, on va dire, collectif que individuel. C'était plus pour booster les joueurs et tout ça. Mais non, il n'y a pas d'approche par rapport à ces matchs-là. Voilà, c'est vivre le moment et kiffer, quoi. C'est quand même... je trouve que la Ligue des Champions, l'Europa League, enfin même la Conference League, dès qu'on y est, c'est waouh, quoi. En plus, voir ces stades... Ouais. Ça, on n'a pas l'habitude. Ouais, ça c'est... voilà, comme tu dis, si on n'a pas l'habitude, tu dis, 3 jours avant, tu joues à Zadar, sans spectateurs, et tu te retrouves à 80 000. Non, c'est top, quoi. Et toi, ton parcours, du coup, on commence par à l'envers, on commence par Moucron, du coup. Donc, Moucron, Virton. Non, on va athlète, on va commencer par le début. Ouais. Donc, spécialiste de l'athlétisme. Comment t'es tombé dans ce sport? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, t'es dans le foot, on va revenir là-dessus dans quelques instants, mais comment t'as commencé l'athlétisme? J'ai commencé assez jeune, vers l'âge de 9-10 ans. J'étais en internat parce que mes parents travaillaient beaucoup et ma mère voulait absolument que je fasse du sport. Et mon père voulait absolument pas que je fasse un sport collectif. Voilà, j'ai toujours demandé pourquoi. Voilà, parce qu'il venait du cyclisme et il voulait que je fasse un sport où mes performances ne tenaient qu'à moi et pas par rapport à d'autres. Donc je faisais l'athlétisme un peu par hasard, on va dire. Et ça s'est plus ou moins bien passé. T'avais quel âge? J'avais 9 ans, 9-10 ans. Ouais, donc c'est relativement jeune, quoi. Ouais, assez jeune. J'ai vu que j'avais plus ou moins de talent, mais je n'étais pas du tout discipliné.
Aujourd'hui, c'est data discipline, mais il y a avant, quelques années, là. J'ai commencé vraiment en roue libre. Ça m'intéressait pas plus que ça. Une fois, pour l'anecdote, j'ai fait une finale de championnat de Belgique où j'ai terminé dernier. Et les gars devant, ils avaient gagné. Et voilà. Et je sais pas. Là, j'ai eu un déclic et j'ai dit à mon père, l'année prochaine, je gagne. Je fais ce que tu veux, je gagne. Et l'année d'après, je gagne, je bats le record de Belgique. Je me qualifie pour les championnats. C'était en sprint dans le temps, en haie. Et donc voilà, et puis de fil en aiguille, ça m'a plu. Et puis j'ai voulu faire les championnats d'Europe. Et puis j'ai fait les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et puis voilà, apparemment j'étais bon. Et je suis parti là-dedans. Et puis je suis passé pro assez jeune, 18-19 ans. Et puis voilà, j'ai continué là-dedans. Et j'ai arrêté ma carrière à 35, 36. C'est passé très vite. J'ai eu de la chance d'avoir des très bons coachs, des moins bons coachs, mais qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai la chance de tout faire, sauf les Jeux Olympiques. C'est le seul point noir, entre guillemets, qui est sur mon palmarès. Parce que j'ai commencé par les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et donc, je dis, je veux faire les Jeux Olympiques pour les grands. Mais j'ai jamais fait. Et donc voilà. Ton palmarès, c'est quoi? Mon palmarès, il est assez long parce que voilà, moi, j'étais boulimique des victoires. Donc, je suis plus ou moins un peu plus que 40 fois champion de Belgique, que ce soit. En fait, il laissait pas la place à ses concurrents, quoi. Ouais, voilà. Je crois que j'ai été 20 fois d'affilée, 20 années d'affilée champion de Belgique dans quelque chose. Donc pendant 20 ans, j'ai pris quelque chose. C'est-à-dire que ce soit en haie, en sprint, ouais, d'accord. Comme ça. En interclub, parce que j'étais capitaine de l'équipe de l'Excelsior à Bruxelles. On a fait 9 fois d'affilée champion de Belgique. Donc j'étais un peu, voilà. Chaque année, pendant 20 ans, chaque année, j'ai gagné quelque chose. Tout ça grâce à la dernière place. Tout ça grâce à la dernière place. Maintenant, j'ai tout rappelé. C'était vraiment ça. Et après, c'est vrai que j'ai tout raflé. Donc, Et double champion du monde en 2019 aussi. Ouais, j'ai fait double champion. C'est un peu la cerise sur le gâteau, on va dire. Voilà, j'avais quand même 20 ans de carrière. Et donc, j'étais passé Masters plus 35 ans. Et donc, il y a un championnat du monde pour les Masters. Et donc voilà, je voulais absolument être champion du monde dans ma carrière. Et donc je me suis mis ça comme objectif. Et donc j'ai enchaîné 3 titres de champion du monde. Un autre d'or sur 110 mètres haies. Et puis 2 où là j'ai voulu faire le doublé. Où j'ai fait 5 courses en 2 jours. Wow. Ouais, et j'ai fini champion du monde 60 mètres haies et 200 mètres. Et donc voilà quoi. Et ton meilleur souvenir dans ta carrière, en tout cas en athlétisme, c'est quoi? J'en ai pas mal. J'ai eu de la chance de côtoyer pas mal de gens. Mon meilleur souvenir, c'est faire la fête avec Bolt au Spirito à Bruxelles. Mais... Ah ouais. Je vais apprendre c'est quoi la fête à Bruxelles. Et quoi, il était content, il trouvait ça bien? Ouais, je crois que c'est bien amusé. Non. Mais sinon, j'en ai plein. J'ai fait les championnats du monde junior à Kingston. Donc pour revenir à Bolt, au début de sa carrière, où il y avait... je crois qu'il y avait 90 000 personnes dans le stade. C'était incroyable. Voilà, j'ai couru en Inde, j'ai couru à Rio de Janeiro, j'ai couru en Corée. Donc je crois que c'est plus, si je dois prendre un point, c'est pas vraiment un souvenir, c'est plus l'ensemble de ma carrière, d'avoir vu le monde entier, d'avoir voyagé. Grâce à ton sport. Et c'est une passion? C'était une passion, j'imagine, du coup? Ouais, c'était une passion. C'était pas trop vraiment... Non, j'ai toujours été passionné par ce que je fais et j'ai de la chance de jamais dû travailler entre guillemets parce que je faisais ma passion et voilà, ça me dérangeait pas de prendre l'avion 10 mois sur 12 ou de pas être chez moi parce que c'était vraiment ce que j'aimais faire, courir vite et donc ouais. Et comment... Oh, pardon. Ouais, non, j'ai demandé aussi comment ça se passait du coup avec tes amis, ta famille. J'ai posé la même question, voilà. On est trop connectés là. C'était ça, mes amis venaient de l'athlétisme, donc mes amis... tu t'es fait tout un réseau dans ce monde-là. Ouais, il va en soirée avec Bolt, donc... c'est vrai. Avec un champion du monde aussi. C'est un petit monde, donc tout le monde se connaît, donc on a gravi les échelons ensemble, parce que déjà très jeune, je faisais des championnats internationaux, donc voilà, on se connaît tous, on est dans les mêmes hôtels, on est dans les mêmes compétitions. Je faisais aussi en foot c'est Champions League, mais chez nous c'est Diamond League, donc c'est tous les
les plus gros meetings mondiaux, c'est un circuit. Donc j'ai eu la chance de rentrer dans ce circuit aussi pendant tout un moment. Donc voilà, tu rentres un peu dans la crème de l'athlétisme et donc tu côtoies un peu tout le monde. Et donc voilà, mes amis étaient plus ou moins aussi dans ce monde-là. Ma famille, ils me soutenaient. J'ai rencontré mon épouse très jeune. Donc elle savait que c'était comme ça que ça se passait et voilà, elle acceptait facilement et ça se passait très bien aussi. Donc voilà, j'étais un peu dans ma bulle, ce qu'on m'a souvent reproché entre guillemets, que je pensais fort à moi et que j'étais dans ma bulle, mais les résultats, voilà, donc voilà, si on veut dire il faut faire, j'imagine, des compromis. Jérémy, voilà. Tu vas aussi nous le dire, des compromis pour, dans sa vie pour évoluer. Oui, faire des sacrifices, et ça c'est important de le signaler, que tu en parles aussi, que Damien aussi en parle, parce que surtout les jeunes de maintenant ne voient que par les strass et paillettes. Et tu vois, pour reprendre un peu, je sais pas si tu as vu le reportage de Pogba, qui est pour moi, c'est pas un reportage que tu dois montrer à des jeunes, parce que tu vois que le côté strass et paillettes, trophées, toutes ces choses-là, alors que c'est pas ça la réalité du foot. La réalité du foot, c'est que tu dois t'entraîner, tu dois bien dormir très tôt, tu dois faire attention à tout ce que tu manges, tu dois faire attention à toute ton hygiène de vie. Des fois, tu as des blessures, des fois, Damien aussi, tu as eu des blessures. C'est même pas que le football, tu vois. C'est la performance. Voilà, parce que pour faire une bonne performance, tu es obligé de faire attention. Voilà, moi aussi, quand j'ai commencé, j'étais un peu... pas très sérieux, j'étais plus en mode m'amuser. T'as déjà à l'époque, je crois qu'on c'était sérieux, moi. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai compris c'était quoi le haut niveau, que j'ai mis en place toute une structure autour de moi et que voilà, j'ai vraiment changé ma mentalité, c'est là que ma carrière a pris son envol. Et voilà, je crois que c'est super important aussi qu'on se rende compte, pas juste, comme il dit, les strass et paillettes et tout est beau et voilà, maintenant on a réussi, on a des belles choses, mais justement le travail qui est vraiment... très très compliqué pour arriver à un certain niveau et y rester. Ne pas être sûr d'y arriver aussi des fois. Parce qu'il y en a, ils bossent 1000 fois plus que certains et ils n'arrivent pas au haut niveau, tu vois. Donc c'est pas parce que tu bosses, mais au moins tu mets toutes les chances de ton côté. Ensuite vient la fin de l'athlétisme. Pourquoi tu as décidé, l'âge arrivait, tu as approché la quarantaine, mais oui, voilà, mais il y a eu un déclic. Pourquoi t'étais cuit, mais voilà, pourquoi? La suite, c'est quoi? Tu t'es dit du jour au lendemain, c'est bon, j'ai mon double. Je suis double. C'est un peu ça, en fait. Je deviens double champion du monde au mois de mars. Ouais, au mois de mars, fin mars, début avril. Et donc voilà, c'était un peu mon objectif. Moi, je voulais être champion du monde. Et là, je le deviens 3 fois. Et donc là, je m'entraînais, mais sans spécialement envie. Parce que déjà, avant m'entraîner, ça devenait compliqué. Parce qu'avec l'âge, j'avais mis en place mon académie. Donc je suivais déjà pas mal de joueurs et tout ça. Et donc, je prenais de moins en moins de plaisir à m'entraîner et je devais avoir des objectifs très, très précis pour m'entraîner. Et là, j'avais un objectif bien précis de devenir champion du monde. J'avais pris ce point-là et donc je me suis entraîné par rapport à ce point-là. Mais une fois que ce point-là était parti, ça devenait un peu plus compliqué. J'adorais déjà le foot, j'étais déjà pas mal dans le foot. Et puis Tubize est arrivé avec la demande qui cherchait un préparateur physique. Parce qu'à côté de ça, tu donnais des cours de coaching. Hein. C'est ça, voilà. Individuel. Donc, c'est là que j'avais déjà Jérémy en individuel. Et en fait, ma vision, mon concept, qui est encore un peu maintenant, mais qui a un peu évolué, c'était d'amener en fait la rigueur, la discipline et tout ce qui était technique de course mise en place de l'athlétisme vers le football. Parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de lacunes par rapport à ça, qu'il y avait des joueurs de foot qui couraient... Qui ne savaient pas courir. Vous lancez à chaque fois des regards. Moi, je veux savoir à quoi vous pensez quand vous lancez des regards. Les joueurs qui ne savaient pas courir, ils me regardent, donc ça m'inquiète un peu. Je vais rien dire. Et donc c'était un peu mon idée comme j'adorais le foot, j'étais passionné de football aussi. Je dis, mais en fait, je peux amener mon expertise. Parce que j'avais travaillé avec des très grands coachs en Belgique et en Europe. Je me dis, mais en fait, je peux prendre mon expertise, la ramener au fait dans le football pour éviter les blessures, pour optimiser la performance, pour optimiser le corps des footballeurs. Parce que je trouve qu'on se concentre souvent sur le ballon en foot, alors qu'un footballeur ne touche pas beaucoup la balle pendant un match.
Et quand il touche la balle, s'il a mal couru ou qu'il a employé trop d'énergie, il sera pas bon. C'est tout un processus qui se met en place. Donc j'avais mis ça en place et donc ça fonctionnait plus ou moins bien. Et puis Tubize est venu qui cherchait un préparateur. Ils étaient en National 1. Et donc j'ai sauté dessus. J'ai un peu fait semblant d'être un très grand préparateur. Alors je connaissais rien au foot collectif. Donc j'ai fait, ouais, moi je maîtrise tout. Et donc je suis rentré là. J'ai bossé jour et nuit comme un taré pour apprendre tout ce qui était data et tout ça. Et donc mettre en place. Et donc voilà. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué dans cette voie-là qui me passionne, encore. Je vais pas dire plus que ma carrière parce que bon. Ça s'entend et ça se voit quand t'en parles. T'as des étoiles plein les yeux. Ah ouais, mais il le sait. À Virton, moi, je pouvais. 7h, 22h, je rentre à l'hôtel et il dit, viens, on mange. J'ai dit, non, je dois encore faire des trucs, des stades. Il me dit, mais vas-y, arrête de travailler, c'est bon. T'as fait ça pendant 12 heures. Hein. Donc, et dans l'autre sens, lui aussi, il dessinait ses entraînements et tout ça. Donc, voilà, c'est plus qu'une passion, je pense. C'est vraiment, c'est toute ma vie. Ah, c'est trop bien de passer d'une passion de base. Tu fais un début de carrière sur une passion et tu continues sur une autre. Ouais, c'est ça. Et au final, ça s'arrête jamais. Et là, tu peux faire ça encore. Parce que c'est vrai que tout ce qui est foot, ou même sport, ou même par exemple, moi, je suis créateur de contenu. Je veux dire, à 40 ans, je ferais peut-être plus ce que je fais actuellement. Ouais. Et moi, ma peur, c'est est-ce que je vais savoir trouver une autre passion après ça? Ouais, et là, vous l'avez trouvé, quoi. Ça, c'est beau. Peut-être que toi aussi, elle va venir sans que tu t'en rendes compte. Ouais, c'est sûr. En faisant une chose et c'est un peu comme nous. Après, moi, c'est différent parce que c'était foot et c'est toujours foot. Mm-hmm. Donc c'est différent, mais pour Dams, je pense qu'il a bien trouvé sa voie et combiner son sport à lui plus sa passion le foot, c'est le top. Ouais, je pouvais pas rêver mieux, c'est magnifique. Donc et j'adore ça et ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours évoluer. Je suis très ouvert, j'ai pas de point. Allez, je suis pas rigide. Je suis très ouvert à apprendre, à échanger. Voilà, je passe mes diplômes de footballeur aussi. Donc voilà, je suis tout le temps dans l'échange et dans l'optimisation de moi-même déjà avant d'optimiser mes joueurs. Donc c'est cool. 4 saisons à Tubize. Ouais. Mais quand tu me racontais là tout à l'heure qu'on t'a ressorti une petite photo, t'avais donné un coup d'envoi il y a quelques années. Ouais. Mais du coup, tu connais bien quoi du coup. Bah oui, c'était un peu par hasard. Je connaissais le président, le fils du président, Langendries, et qui m'avait invité pour donner le coup d'envoi. J'avais fait finale aux Europes. Je crois que j'avais fait 5e en finale des Europes. Et donc j'étais un peu... mis en avant. Voilà, mis en avant, un peu la star, quoi. et puis j'ai été donné le coup d'envoi. Et c'était le dernier match contre Anderlecht, où il y avait le record d'affluence, et où ils font 1-1, et après il y a test match contre le Standard et tout ça. Donc c'était cool. Donc j'avais déjà une connexion en fait avec Tubize sans le savoir. Et puis 10 ans après, j'ai signé chez eux en tant que préparateur. Et donc 4 saisons du coup. 4 saisons, ça s'est très très bien passé. Voilà, j'ai connu la descente avec le Covid. C'était un peu compliqué avec les paiements, et bon, les faillites et tout ça. Donc c'était un peu compliqué. Et puis après, on a continué à travailler 2e année en Covid, où là j'ai fait une demi-saison. On était premier, mais Covid aussi arrête la saison. La 3e, on fait une année magnifique, où on rate la montée pour un match, voilà, un non-match, le football. Et puis la dernière ici, je pars en pleine saison. On était quand même très bien occupés, où j'étais passé adjoint aussi. Et voilà, j'ai décidé de partir. Comment ça s'est fait, du coup, de ton côté? Ça s'est fait par message. Non mais ouais, avec le club, parce que tout se passait bien. Donc Tout se passait bien. Après, voilà, il y a des gens qui ont compris, il y a des gens qui savaient que j'avais des ambitions de haut, voire très haut niveau. Voilà, je l'ai toujours dit, ils le savaient très bien, que mon objectif, mon ambition, c'était pas le monde amateur, c'était le monde pro. Parce que voilà, je connais que ça pendant ma carrière, quasi le professionnalisme, et donc c'est ça qui me convenait. Donc ils le savaient que s'il y avait des opportunités, j'avais déjà eu des contacts, j'avais déjà refusé des projets qui m'intéressaient pas plus que ça. Et ici, voilà, je me suis dit, pouvoir accéder au monde pro avec des gens de confiance, que c'est quand même très important,
je me suis dit, voilà, j'ai pas peur de me mettre en danger. J'aurais pu rester à Tubize, dans ma petite zone de confort où je faisais un peu, entre guillemets, ce que je voulais, parce que c'est moi qui avais mis tout en place à niveau performance. Et donc, j'aurais pu rester là-bas en disant, non, je suis bien là, voilà, si on monte, c'est cool, si on monte pas, je reste là encore 10 ans. Ici, je me suis mis en danger en suivant Jérémy à Virton et je me suis mis en danger. Je me suis mis en danger. Quand je dis je me suis mis en danger, je veux dire que je savais que ça pouvait durer 3 mois et qu'après 3 mois, on pouvait me dire, écoute, merci, au revoir, ciao, et que je me retrouvais sans rien. C'était plutôt par rapport à ça, alors qu'à Tubize, il se dit, j'ai resté encore 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà, j'étais assez respecté pour dire, sur du long terme, il n'y a pas de souci, parce que bon, souvent quand on change les staffs, c'est le T1, l'adjoint, mais souvent le préparateur physique, où il doit vraiment être pas bon, ou alors il y a un staff qui vient complet avec préparateur physique, mais souvent c'est la personne qui reste. Moi à Tubize, j'ai connu 5 coachs différents, et chaque fois on disait non mais le préparateur il bouge pas, vous faites ce que vous voulez, on change de coach, on change de T2, mais le préparateur physique il bouge pas. Donc j'ai connu 5 staffs différents et moi je suis toujours resté. Donc c'était plus par rapport à ça et de dire je vais me mettre en danger que voilà, c'est prendre des risques en foot, prendre des risques. Voilà, c'est pas, on sait pas si c'était bon. Et je regrette pas du tout d'avoir suivi Dieu à Virton. Tu parlais d'objectifs, là tout à l'heure, tu disais que tu voulais être dans un gros club. C'est quoi pour toi le club de tes rêves? Le club de mes rêves? Ouais. C'est l'Angleterre, c'est Manchester City. Ouais. Tu parles anglais? I speak a little bit English. Ah si, je parle anglais. Je parle néerlandais, parfait, et anglais, ouais. Anglais, si je pars à City, je vais parler parfait anglais, c'est pas un problème. Ouais, pas de souci. Mais je crois qu'à un niveau performance pour un préparateur, comme j'aime bien les data et tout ça, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, c'est quand même un jeu très musclé, très axé physique. Donc pour moi, ce serait plus l'Angleterre. Donc, on voit le changement des joueurs quand ils vont changer en Angleterre, quand ils vont jouer voilà, en souvent, Angleterre, ça devient des athlètes, ouais, ça devient des machines, quoi. Donc moi j'adore les jeux anglais. C'est pas le plus beau jeu footballistique, je pense que pour un vrai fan de football, c'est pas le plus beau jeu, je pense. Mais pour un fan de stats, de physique, oui. C'est un jeu très physique. Et encore, je parle de City. City a quand même un très beau. Il joue très bien au foot. Il faudrait peut-être aller un peu plus bas avec les équipes Nottingham Forest, Brighton. Ça, c'est des jeux où c'est plus musclé, on va dire. Donc, ouais, je pense l'Angleterre, en général. Bah, je te le souhaite. Et toi, Jérémy, ton club de rêve? Zagreb. J'ai pas de club de rêve. Tu t'es jamais dit quand t'étais jeune, j'ai trop envie d'un jour évoluer dans ce club-là? Peut-être au Real Madrid, oui. Classique espagnol. Ouais, je suis plutôt Real. Mais après, voilà, coach, j'ai pas de. J'y vais petit à petit. Après, je vais où on me veut, hein. Si le Real nous regarde, elle est là, moi je viens. Bon, et sinon, coach, formation, comment ça se passe, du coup? Parce que c'est pas du tout terminé, c'est des études, en fait. Ouais, c'est ça. C'est en fait. Allez, tu as des cursus un peu différents. Moi, j'ai commencé avec l'UFAB, la licence UFAB, mais je l'ai fait il y a 4 ans. Après, tu as des cursus un peu plus rapides pour les joueurs professionnels. Et puis l'UFAA que je passe actuellement, que j'avais dit que voilà, j'attendais la fin de carrière pour le passer parce que ça prend un peu plus de temps. Il faut être un peu plus présent et voilà, il y a beaucoup plus de travaux à faire, on va dire. Donc là, voilà, j'ai commencé l'UFAA et c'est sur 2 ans, je pense. Donc là, j'ai eu un examen, je pense, la semaine dernière. C'est normalement bien passé. Enfin, on m'a dit que c'était bien passé. Donc voilà, donc l'année prochaine, ça va continuer l'UFAA. Et puis après, il y a la licence pro à faire. Donc encore quelques années, si je comprends bien. Ouais, normalement 2-3 ans, on va dire. Si ça se passe bien. Ouais, tu fais un bac plus, je sais pas combien là. Ouais, ça va. Hein. Si à l'école j'avais eu des bac foot, ça serait peut-être aller plus vite à l'école. Est-ce que n'importe qui peut le faire ou faut déjà avoir une carrière dans le foot? Non, je pense que tout le monde peut passer parce que tu commences vraiment en bas, tu vois.
Après, c'est sûr que quand tu as fait une carrière ou quand tu suis vraiment le foot, tu as plus de facilité, tu vois, on va pas se mentir. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il y a des cursus différents. Tu vois, je te disais là, tout à l'heure, les internationaux ont un cursus encore plus rapide que le mien. Mais ça, c'est normal, c'est parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience, ils ont une expérience au niveau international. Donc forcément, tu connais un peu plus le foot. Maintenant, c'est pas pour autant que ça sera des meilleurs entraîneurs que moi ou que moi je serai un meilleur entraîneur que quelqu'un qui a jamais joué au foot, ça veut rien dire. Et là, tu fais ton cursus avec qui ? Quel joueur, quel autre coach Je suis avec Pelé Mboyo, qui a été à Everton avec moi, Guillaume François, Daniel Milicevic, qui est adjoint à Gand. Et en joueur, il y a que ça, je pense. Ouais, il y a que ça. Et puis après, c'est d'autres. Jonathan Léjard aussi. Ouais. Après, il y a d'autres personnes que je connais pas. Mais voilà, encore une fois, c'est un cursus où on apprend. Mais nous, voilà, en tant qu'anciens joueurs, on a peut-être plus de facilité sur la compréhension du jeu grâce à notre expérience, quoi. Arbitre, ça t'a jamais tenté ? Ah non, pas du tout. Après, pourquoi pas, hein, tu sais, j'arbitre par l'entraînement. Très mal. Hein ? Très mal. Bah ouais, très mal, mais j'arbitre comme un coach, pas comme un arbitre. Donc je dois favoriser certaines équipes pour qu'il y ait un peu de concurrence dans l'entraînement, mais non, arbitre, non, c'est trop compliqué, je trouve. C'est dur. Beaucoup de responsabilités aussi. Hein. Ouais, c'est très dur et en plus se faire allumer toutes les semaines, ça m'intéresse pas, franchement. Ouais, tu me diras coach aussi, hein, ça peut être le cas, mais non, j'ai jamais été dans ce truc-là, mais ce qui devrait être intéressant, enfin moi je trouve ce qui pourrait être intéressant, c'est des fois, tu vois, par exemple avec la VAR, mais pourquoi pas prendre un joueur dans la VAR, tu vois, pour voir un peu comment c'est, pour montrer aussi aux joueurs, sensibiliser les joueurs ou même les plus jeunes à voir que arbitre c'est aussi difficile, quoi, parce que tu dois prendre des décisions qui coûtent des fois des millions d'euros en un claquement de doigts, quoi. Et même avec la VAR, ça peut être compliqué. Et la pression des supporters aussi parfois, hein. Donc il y a des clubs. Ouais, il y a des clubs, c'est... il y a des clubs, c'est pas mal. L'arbitre n'a pas encore sifflé que là... Je pense à un club, pas. Je pense à quelques clubs, ouais. Et toi, tu penses auquel ? Ah, je sais pas. Non, mais je trouve ça aussi... Enfin, moi, je suis toujours impressionnée par ces arbitres qui gardent leur sang-froid. Ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur. Mais même vous, enfin, quand tu étais joueur... T'as dû sans doute t'énerver contre un arbitre une fois. Ouais, mais j'ai toujours eu bon contact avec les arbitres parce que c'est vrai que je m'énervais pendant le match, mais parce que c'était, eux le disaient aussi, c'est l'adrénaline du match. Mais par contre, toujours dans le respect et à la fin des matchs, toujours serrer la main et jamais critiquer l'arbitre après le match. J'ai jamais fait ça. On peut discuter, s'énerver, mais j'ai jamais fait ça. Tu sais, les arbitres, des fois, qui me connaissaient, me disaient Tara, calme aujourd'hui. Embrouille pas tout le match et tout ça. Je disais ouais, pas de souci, y a pas de problème. Après 2 minutes, j'étais déjà en train de faire exploser le match, quoi. Et il me dit, tu vois, mais moi j'aime bien ça, cette relation. Et j'aime pas justement les arbitres avec qui tu ne peux pas parler. Tu vois, il y a des arbitres qui veulent pas parler avec toi. Tu vois, non, c'est moi le boss, c'est moi le boss. Non, j'aime bien moi quand il y a un échange parce que l'arbitre pour moi c'est un des acteurs du match aussi, donc ça doit être comme un joueur. Et tu en penses quoi de la VAR aujourd'hui ? Je sais plus quoi en penser, franchement. Au début, j'étais contre parce que je me disais, voilà, ça dénature le foot. Il peut y avoir des erreurs d'arbitrage. C'est ça qui fait le charme du foot, tu vois, des trucs que tu vois pas et tout ça. Après, je peux comprendre que oui, des fois, il y a des enjeux financiers qui sont énormes. Donc, mais je trouve que depuis qu'il y a la VAR, on a les mêmes polémiques que quand il n'y en avait pas, quoi. Sur les décisions, sur les choses. Donc, il y a autant de polémiques maintenant qu'avant, donc et encore des fois il y a des décisions avec la VAR qui sont toujours pas bonnes, donc voilà, je trouve que justement aussi tu déresponsabilises l'arbitre. Ouais. En gros l'arbitre, tu vois, il est tranquille maintenant. Maintenant il y avait la VAR, tu vois. Non, il fallait laisser comme c'était. Moi j'aimais bien. Et en plus tu vois moi qui étais défenseur, tu vois, les petits coups, les petits les petits coups de vis, tu sais plus les faire maintenant. Alors pas les coups de vis pour faire mal, mais tu vois ce qui faisait le charme du foot. Moi, c'est ça que j'aimais. Maintenant, tout est contrôlé, quoi. Et des fois, tu dois attendre, tu marques un but, tu peux même pas célébrer, tu dois attendre 10 minutes pour voir s'il y a vraiment but. Ouais. Et oui, il y a but. Ah bah super, ouais. Bah, t'as plus envie de célébrer. Tu vis plus le moment, quoi. Même sur Twitter, des fois, ça fuse, où il y a des screens de la VAR. J'en ai vu
certains en train de faire des théorèmes sur le bazar. Et comment la caméra ils font des traits comme ça, ils regardent le nombre de degrés, ils disent là. Enfin, maintenant, ça commence à comploter de partout. Ah ouais. Et c'est vrai que c'était peut-être mieux le charme à l'ancienne. Hein. Ouais, mais parce que j'ai joué avec, et puis après j'ai joué en D1B, il n'y avait pas sans. Et c'est vrai que quand tu as joué avec et qu'après tu joues sans, c'est compliqué. Tu te dis, non, en fait, c'est bien la VAR, tu vois. Mais moi, je l'aurais jamais mis parce que ça dénature le foot et ça reste un sport avant tout. Et voilà, il y a des joueurs qui font des erreurs, des coachs qui font des erreurs, des arbitres peuvent faire les erreurs aussi. Donc, En athlétisme, il y a aussi la caméra fait la photo finish ou comment il y a la photo finish, pour le temps. Ouais. Bon, c'est pas la VAR du tout, mais non, c'est pas la VAR. il y a aussi une caméra posée quelque part. Ouais. Parce que parfois, ça se joue à des millimètres, des centimètres. Ah ouais, moi j'ai raté des championnats pour 1 centième, 2 centièmes. Ça aussi doit être avec la règle. Ça aussi évolue l'athlétisme à ce niveau-là. Ouais. Maintenant, ça commence à être un peu plus interactif, on va dire. Ouais. Intéressant. Jérémy, ta fin de carrière, on va en parler aussi légèrement, c'est que de base, tu comptais pas arrêter du jour au lendemain. Non. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. En fait, je devais signer avec les U23 de Anderlecht. Et donc j'ai fait les tests médicaux normaux avant de signer un contrat. Et en fait, au moment de passer chez le cardiologue, ils ont checké, ils ont détecté un petit truc. Donc on a fait un examen plus poussé, tu vois. Et en fait, quand j'ai fait l'examen plus poussé, c'est un examen qui dure, je pense, 2 heures dans l'IRM. Quand j'ai fait l'examen, je me suis dit, ça sent pas bon. Si on te fait un examen comme ça, vraiment poussé, tu vois, c'est qu'il y a un truc. Et en fait, ils ont vu que j'avais une petite cicatrice au niveau du cœur, qui est pas dangereuse pour la vie de tous les jours, mais où il y avait un risque pour jouer au foot, tu vois. Donc, comme le cardiologue m'a dit, tu peux très bien jouer pendant 4 ans au haut niveau, il t'arrive rien, comme tu peux jouer la semaine prochaine un match en provincial et il t'arrive un truc, tu vois. J'avais 35 ans, 2 enfants, pas faire le con à jouer au foot, même si ça fait mal et que tu vois, tu t'arrêtes comme ça d'un coup, mais voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que joueur. Maintenant, je suis content de ma nouvelle carrière, on va dire. Ouais. Et puis tu as quand même eu une belle carrière. Hein, oui, ça va. Beaucoup de clubs belges. Notamment, donc, et puis comme tu dis, tu t'es retrouvé à la passion, tu es devenu coach. Donc là, à ce moment-là, tu t'es dit directement, je vais devenir coach ou comment ça s'est passé ? Non, je l'avais déjà avant en étant joueur, tu vois. Noter, tu vas faire les cours, surtout noter, prendre des notes, faire pas mal de choses, m'intéresser aussi aux entraînements, aux exercices, tu vois. Quand on fait un entraînement, pourquoi je fais cet entraînement ? Qu'est-ce qui est intéressant, à prendre beaucoup de notes, à regarder pas mal de vidéos. Donc j'avais déjà ça en tête, tu vois. Donc c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Dans ton parcours, tu as côtoyé beaucoup de coachs. Tu nous les as cités tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, qui t'inspire ? J'ai souvent eu cette question, tu vois. Et en fait, il y en a pas un forcément. En fait, j'ai pris un peu de tous. Tu vois, j'ai eu Frankie Vercouteren, Frankie Dury, Hein van Azebroek, Peter Maas. J'ai eu beaucoup de coachs. J'ai eu Paul Clement, l'adjoint à Ancelotti au Real et tout ça. Donc j'en ai eu beaucoup. Et en fait, j'essaye de prendre un peu de chaque, ce que moi j'apprécie et ce que j'aime. Et on va dire de faire un coach combiné de tout ça, quoi. Mais pas forcément on va dire Frankie Vercouteren, oui, un peu plus dans le charisme où vraiment c'est fort. Mais voilà, c'est surtout prendre de tous, quoi. Et tu vois, il y a quelqu'un qui t'inspire ? Quelqu'un sur qui tu te bats ? Ouais, moi, c'est mon dernier coach, Jacques Borlet. C'est lui qui m'a tout appris. Avant, je faisais n'importe quoi. Et donc, j'ai eu des coachs qui ont fait n'importe quoi avec moi aussi. Et tu dis quoi ? Quand tu dis n'importe quoi, qu'est-ce que c'est n'importe quoi ? C'est pas maîtriser l'art à optimiser des athlètes ou des talents. Et donc, c'est faire un peu à l'ancienne, quand j'appelle ça à l'ancienne, mais c'est faire beaucoup, en espérant performer, ce qui fonctionne. Mais le problème, c'est que voilà, mes meilleures années, entre guillemets, que j'ai connues avant que j'ai connu Jacques, c'était peut-être mes meilleures performances, mais c'est là où j'ai eu le plus de blessures. Donc, c'est-à-dire que je performais, mais j'étais blessé, je performais, j'étais blessé. Et pas des petites blessures, parce que j'ai jamais eu de blessures musculaires, mais c'était vraiment plus structurel. Et donc, quand j'ai appris à connaître Jacques et
toute l'équipe qui allait autour. Ben voilà, c'est là que j'ai compris c'est quoi l'optimisation justement de la performance, le suivi et la mise en place, et comment vraiment faire d'une personne qui a du talent ou qui sait performer vraiment un champion. Et c'est là que j'ai compris. Après, il était un peu trop tard pour moi. Après, j'ai encore fait des plus ou moins bonnes performances, mais j'ai reconnu ça, je pense, plusieurs années avant. J'aurais encore mieux performé. Mais voilà, et donc c'est vraiment de lui que je m'inspire. Et comme je travaille aujourd'hui, je m'inspire aussi vraiment de lui. Je mets ma patte à moi maintenant, parce que voilà, je mets une petite touche de fraîcheur, je veux dire. Et je vais beaucoup plus dans le foot que dans l'athlé. Même si j'entraîne dans l'athlé, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le foot. Mais voilà, c'est vraiment lui qui m'a ouvert les yeux, qui m'a appris beaucoup de choses. Les blessures, pour toi, c'est dû à une mauvaise prépa alors, ou ouais, voilà, match, ou... Exactement. Souvent, quand j'entends, il est faible, ou comme Jérémy était venu chez moi, tout au début, il disait, ouais, mais je suis faible de mes hanches, je suis faible de quelque chose. Pour moi, ça n'existe, c'est inconcevable. Ça veut dire que si t'es pas faible, ça veut dire que t'as une lacune quelque part, ou un dérèglement au niveau, un déséquilibre au niveau musculaire, et qu'il y a moyen, en optimisant, en contrôlant, de mettre ça en place et de diminuer la possibilité de blessure, parce que bon, la blessure n'est pas, on sait pas l'effacer, ça fait partie du sport de haut niveau, parce que en haut niveau, on essaie de pousser les machines le plus possible. Donc, à un moment, des fois, on passe au-dessus. Mais c'est surtout ça, c'est éviter les déséquilibres et essayer d'optimiser. Et voilà. Moi, après, quand j'ai connu ça, j'ai plus eu de blessures. Moins de blessures, je veux dire. Et pourtant, j'ai continué à performer. Donc, Est-ce qu'il y a de la pression quand on est sportif de haut niveau? Une pression externe? Tous les jours, je pense. Ouais. Saine? Après, ça dépend... Enfin, peut-être pour toi, peut-être... Ouais, mais si, elle est saine, mais ça dépend après comment tu es, toi, si tu veux aller un peu comme Damien. Moi, je voulais être professionnel, vraiment, jouer des top matchs, toujours bien m'entraîner, tout ça. Donc, tu te mets une pression toi-même. Donc, à faire attention à tous les petits détails, à comment tu manges, à comment tu dors, ce que tu fais en dehors, est-ce que tu fais des soins, est-ce que tu fais attention à tout, en fait. Donc, ça, c'est une pression que tu te mets toi-même. Et tu as aussi la pression des matchs, la pression psychologique de l'entraîneur, des supporters, pour certains de la famille et tout ça. Donc voilà, il y a énormément de pression, mais après c'est une bonne pression. Et tu as aussi, on parlait des blessures, la pression psychologique quand tu es blessé, c'est dur, parce que moi j'ai eu pas mal de blessures. Le genou notamment, ouais, au genou, j'ai eu 2 fois les croisés. Donc c'est des choses qui te font grandir, mais où mentalement faut s'accrocher, quoi. Et puis, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast, mais j'ai encore 2-3 petites questions. Au niveau, vous avez tous les deux votre famille qui vous soutient. Est-ce que c'est dur, quand on est sportif de haut niveau, de gérer sa vie de famille, ses enfants, sa femme, donc avec son travail, parce que le sport... Moi, ça n'a jamais posé de problème. Après, oui, c'est sûr que plus t'es pas présent, entre guillemets, parce que comme j'en parlais il y a 2-3 jours avec un ami, où je lui expliquais que quand tu es joueur, même quand tu as un jour libre, mais tu n'es pas là en fait. Tu es à la maison, mais tu peux pas aller te promener toute la journée. Enfin, tu peux le faire, mais ça dépend après ce que tu veux faire dans le foot, quoi. Et moi, je sais que par exemple, quand j'avais un jour de repos, c'était repos à la maison, c'était siège, je pouvais pas aller à Disneyland ou ces choses-là. Donc voilà, c'est compliqué plus pour eux que pour moi. De pas souvent être là, d'être en mise au vert tout le temps. Tu sais, après, en Croatie, par exemple, ce qui faisait bien de là-bas, c'est qu'ils amenaient tout le temps nos familles avec nous, tu vois. Quand on partait en Ligue des Champions, on était tous dans le même avion. Ah ouais, c'est bien. Tu vois, voilà, tu vois, c'est des chouettes expériences et de ça. Maintenant, on va pas se mentir, il y a plus de côté positif que de côté négatif. Hein. Quand je dis c'est dur, il y a pire dans la vie. Voilà, c'est juste manque de présence par rapport aux enfants, quoi. Après, heureusement, tu as fait beaucoup de clubs en Belgique. C'est ça. Du coup, tu as pu rester quand même. Ouais, c'est pour ça aussi. Pas trop déménager, etc. Non, c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Tu vois, à un moment donné, quand j'étais en Croatie, j'en avais marre, je voulais rentrer en Belgique. C'est parce que ma fille était née. Pour l'anecdote aussi, à la base, je suis parti du Dynamo pour la naissance de ma fille à Paris. Et eux, je leur ai dit que j'allais pour la naissance de ma fille. Je suis jamais revenu au club, quoi. Ah ouais. Ils ont rien dit? Si, ils m'ont appelé, ils ont essayé, mais moi je voulais plus retourner. Enfin, je voulais déjà plus rester, et j'ai profité de la naissance de ma fille pour partir, quoi. Eh ben,
Et toi, du coup, dans la famille, c'est un peu la même famille dans chose. tout ça. C'est parce que dans mes meilleures années, en fait, nous... Tu voyageais 10 mois sur 12, tu disais tout à l'heure. Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on s'entraîne pas en Belgique parce qu'il fait trop mauvais. Donc, à partir d'octobre, je partais en stage, je rentrais. Je partais en Afrique du Sud et je partais 3 semaines, 1 mois, 6 semaines en Afrique du Sud. Et donc, et après, on rentrait et puis on partait aux États-Unis aussi, 3, 4, 5 semaines. Voilà, on partait où il faisait bon, en fait. Donc, c'est vrai que on n'était pas beaucoup en Belgique. Et puis après, quand les compètes commençaient, on allait aussi aux 4 coins de l'Europe pour trouver des compètes. Donc, on n'était pas beaucoup présents, mais voilà, ils le savent, ils le savaient. Et c'est quelque chose qui pose pas trop de problèmes, je pense, qu'on le sait, qu'à la maison on gère. Voilà, ça fait un peu partie du jeu d'être avec un sportif de haut niveau, soit un footballeur ou un athlète. Voilà, c'est un peu un décalage parce que il y en a un qui est dans la lumière et l'autre qui est un peu dans l'ombre et qui doit soutenir celui-là qui est dans la lumière entre guillemets. Donc voilà, je crois que si on s'entend bien, ça fait une bonne équipe. Parce qu'avoir 2 personnes qui font la même chose serait un peu compliqué. Donc, moi, ça ne m'a jamais vraiment posé problème, je pense. Tu as pu profiter de ces pays quand tu partais aux States ou tout ça, où justement. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu genre jour de repos. Au final, c'est rester à la maison, quoi. Dis la Mise au vert. Profiter, c'est un peu compliqué. Ouais, on a essayé, mais. Souvent, c'était à part hôtel ou notre chambre et la piste, on voyait pas grand chose. On essaie de se balader. Une fois, on l'a fait. Pour l'anecdote, on était aux États-Unis, on a été au Disney World. Une journée, on avait libre. Le problème, c'est que le lendemain, on a eu 2 blessures. Donc, à cause de Disney. On s'est fait allumer par le coach. Donc, après, on ne l'a plus fait. Donc, mais après, on s'est bien amusé cette journée-là. Mais voilà, on essaye quand même de profiter, mais il n'y a rien à faire. On est H24 occupé avec la récupération, faire attention à ce qu'on mange, voilà, pas trop marcher, donc pas trop faire les magasins, parce qu'on doit enchaîner des fois un stage, c'est 3 semaines, 4 semaines, donc on enchaîne 3-4 semaines d'entraînement. Et donc quand on a un jour de repos, on essaie plus de se concentrer sur la récupération que de vraiment dire maintenant, voilà, on va sortir, on va s'amuser, même si voilà, ça arrive, on aime bien s'amuser. C'est contraignant quand même. Mais il y a aussi 2 mois de vacances, comme dans le foot, ou pas du tout? Il y a 1 mois chez nous. 1 mois, ok. Ouais. Et les trêves internationales, potentiellement? Non, nous, il n'y a pas. C'est 1 mois, mois de septembre, souvent, vers le mois de septembre. Après, moi, plus que j'avançais dans l'âge, le mois devenait 6 semaines, 8 semaines, 2 semaines, 7 semaines. Et mi-décembre, le coach m'appelle des dames. Maintenant, il faut que tu viennes parce que ça va pas le faire. Donc, mais sinon, on coupe 4 semaines et on coupe encore une fois au mois de mars 10 jours, vraiment max. Voilà, c'est un peu différent au foot parce que le foot, il y a match chaque week-end. Nous, on se prépare vraiment pour un objectif. Donc, on a vraiment des pics de forme qui sont très bien définis dans la saison et on ne doit pas les rater parce que voilà, on n'a que 1, 2, 3 courses pour un championnat, c'est 1 course. Donc on ne doit pas se rater, on ne doit pas se louper. Donc, mais sinon, voilà. Quand je vous entends tous les deux, j'ai envie de dire que le mot d'ordre, c'est discipline. Ouais. Toi aussi, tu as cette impression. C'est ça. Toujours. Ce mot-là, oui, c'est si tu veux durer sur la longueur. Tu peux très bien avoir du talent, cartonner 1, 2, 3 saisons, mais si vraiment tu veux rester 10 ans, 15 ans, au haut niveau, c'est compliqué. Et si tu n'as pas de discipline et que tu n'es pas professionnel, c'est impossible. Avec le talent, à un moment donné, il va y avoir des pépins physiques ou quelque chose qui va mal se passer. La discipline, c'est pour durer. Il faut être bien entouré aussi. Oui, ça c'est. Oui. Mais faut ce que les jeunes et les gens se rendent compte, c'est que pour réussir dans le foot, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a côté familial, la chance, le sérieux du joueur, sur qui tu vas tomber comme coach, quel club tu vas aller. Enfin, il y a trop de choses. Il y a quel agent aussi. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. Donc, faut pas que. Je parle souvent que les jeunes, quand ils jouent ou qu'ils ont un échec dans un club de ça, faut pas qu'ils lâchent. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai déjà vu des joueurs ne pas réussir dans un club pendant 2 saisons et jouer au top niveau après. Enfin, voilà, il y a
faut jamais lâcher en fait. C'est ça le truc. Discipline et détermination, c'est ça. C'est surtout souvent quand tout va bien, c'est cool, mais c'est quand ça va moins bien, quand il y a des blessures, voilà. Ou des fois il n'y a pas de blessures. Moi j'ai eu 4 ans où il se passait rien dans ma carrière, alors que j'étais vu comme le futur grand. Et pendant 4 saisons, je performais pas du tout. Mais j'ai continué à y croire et à avoir cette détermination un jour je vais réussir. Et la 5e saison, ben voilà, je fais finale aux Europes. Donc c'est vraiment, je prends souvent, quand j'entraîne des joueurs, des athlètes, je prends souvent cet exemple-là. Je dis voilà, j'avais connu tout, entre guillemets, en jeune. Et mon passage entre les jeunes et les adultes, ben, j'ai eu 4 ans vraiment un passage au désert, quoi. Donc j'aurais pu arrêter après 1 an, j'aurais pu arrêter après 2, j'aurais pu arrêter à 3, non, j'ai continué. Et ben, à la 5e, voilà, je me retrouve en finale des Europes. Et puis ma carrière, elle décolle. Donc, toujours y croire. Toujours y croire, ouais, c'est ça. Bon, les petits quiz pour terminer ce podcast. Un petit quiz sympa. Mais, on a déjà répondu à quelques petites questions. Donc, par quoi est-ce que je vais commencer? La personne la plus fascinante que vous avez rencontrée dans votre carrière professionnelle sportive. Non, je rigole. Fascinante. Ouais. Bonne question, ça. Ça peut être un joueur, un entraîneur. La plus inspirante, la plus fascinante. Oh ouais, c'est sûr. Moi, je dirais Usain Bolt, moi. Usain Bolt, pourquoi? Je sais pas. Spirito. Comment il faisait la fête. Non, ouais, c'est inspirant, ouais. Et là, il a mis la barre haute, Usain Bolt. Maradona. Ouais, non, j'ai pas... franchement, j'ai pas quelqu'un en tête. Joker. Pas de souci. Le deuxième, là. Le deuxième Joker. Ouais, le stade le plus incroyable dans lequel vous avez été, et toi, du coup, l'endroit dans lequel tu as été pour faire... Ouais, mais j'en ai parlé avec Kingston. Kingston, ouais. J'avais 18 ans, et c'était wow. Au Bayern. Ouais, ça aussi, franchement, c'est... Et en termes d'ambiance, Olympiakos aussi. Parce que là-bas, c'est chaud. Et après, quand tu arrives en bus avec les joueurs, et là, c'était la tribune derrière le but, elle est déjà remplie. Et donc, vraiment, niveau ambiance, mais le plus impressionnant au Bayern. Qu'est-ce que tu fais quand quand vous bossez pas, donc dans votre passion en dehors de Virton, on va dire ça comme ça? Pas de passion, déjà rester un peu avec la famille, les enfants, parce que tu vois, l'exemple avec Virton, on restait toute la semaine là-bas, on rentrait le week-end, dimanche ou lundi. Donc vraiment essayer de profiter au maximum de la famille et des enfants, quoi. Ouais, moi j'adore le sport, donc j'essaie de bouger un maximum encore. Tu cours encore? Courir, pas vraiment, mais plus la salle et un peu de foot avec les potes. Et vos futures vacances? On va où? Je sais pas. Partez ensemble? Non, moi je sais pas, parce que j'ai des examens encore fin juin et tout ça, donc les vacances avec les enfants aussi c'est décalé, donc on va voir. Pour l'instant, pas de prévu. Eh bien, merci à vous d'être venu aujourd'hui dans 90 minutes. Merci Le Med de m'avoir accompagné. C'était hyper intéressant. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est passé vite, Ouais, ça va, c'est vrai que c'est passé très vite. Merci à tous. Les 90 minutes, c'est déjà terminé. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube en commentaire. Vous pouvez aussi nous follow sur les réseaux sociaux. Tout se trouve en description. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci au staff, merci à toute la production, merci aux invités, merci Le Med et à très bientôt.